Bonjour à tous et à toutes, bienvenue, j'espère que vous allez bien, mon dieu, avoir mis... Pourquoi c'est encore là le mur de... Oh mon dieu, voilà c'est bon, je l'ai enlevé. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce 5e cours de japonais en live, comme tous les mercredis soirs, sur la chaîne Twitch de Farod Games, avec les cours de Julien Fontanier que nous avons juste ici, en compagnie de ce magnifique chat qui sera là en notre compagnie pour les 2 prochaines heures. Et ensuite, comme prévu, à 22 h, nous ferons du Animal Crossing. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour étudier, pour apprendre la langue japonaise. Bonjour la rediffusion de YouTube, bonjour ceux qui nous regardent actuellement sur Twitch. Regardez comme c'est joli ce petit cahier que j'ai au design de justement Animal Crossing. Eh bien, officiellement, je vous le montre, c'est mon carnet de notes. Voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu sur le Discord, peut-être, je vous le montre là, vous le verrez peut-être un peu mieux. Voilà, c'est mon carnet de notes dans lequel j'écris mes leçons de japonais et que je prends mes meilleures notes possibles. Du coup, aujourd'hui, nous allons voir plusieurs choses différentes. Déjà, nous allons faire un rappel de tout ce que nous avons vu la semaine dernière, parce que la semaine dernière, c'était un très gros bloc. Nous avons vu... Voilà, cette semaine, aujourd'hui, nous allons voir les nouvelles combinaisons katakana. C'est ce que nous n'avons pas eu le temps de voir la semaine dernière, parce que le cours a été un petit peu long, et ça a été très chargé. On aura des exercices sur ça. On va avoir une vidéo sur le vocabulaire des animaux. Comme vous pouvez le voir ici, Julien nous a sorti son meilleur animal de compagnie. Ensuite, nous aurons une vidéo sur les 2 lectures des kanji. On va repartir un petit peu sur les kanji et je crois que là, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet des kanji parce que là, la katakanisation, c'est terminé. Avec le dernier cours qu'on va faire aujourd'hui, je pense qu'on a quasiment tout vu. Il y aura peut-être une histoire de particules, tout ça, on verra plus tard. Ensuite, on aura une vidéo sur les règles d'utilisation des kanji. Et à la toute fin, non, pas à la toute fin, nous allons créer nos premiers mots en kanji. Et si jamais on a le temps, celle-là c'est pas sûr, nous aurons une vidéo vocabulaire sur les membres de la famille. Mais d'abord, nous allons réviser un petit peu. Laissez-moi sortir mon meilleur cahier. Je précise que Julien Fontanier ne sera pas parmi nous ce soir, malheureusement. Mais il vous envoie tout son courage, tout son soutien pour bien réviser. Donc écoutez bien, c'est là maintenant la révision. J'espère que vous avez bien révisé et fait vos exercices pour aujourd'hui. Les règles de katakanisation que nous avons vues la semaine dernière, ça ne concerne que les katakana et pas les hiragana, attention. Et ça consiste en quoi? Ça consiste à transformer en katakana des mots étrangers. Et pour ce faire, nous avons 8 grandes règles. La première étant sûrement la plus importante, c'est le fait de retranscrire les mots avec des syllabes. En fait, il faut vraiment se concentrer sur la sonorité des mots et pas la façon dont ils sont écrits. Parce que dans le cours de la semaine dernière, on s'était rendu compte que par exemple le prénom Hubert, qui en français se prononce Hubert, en anglais va se prononcer un peu comme Hubert. Et du coup, comme tu l'entends, Hubert, Hubert, c'est pas du tout la même prononciation, donc le mot va s'écrire de 2 façons différentes si jamais le prénom vient de France ou s'il vient d'Angleterre. Donc du coup, il faut bien essayer de retranscrire les syllabes qui se ressemblent. Deuxième règle, on va faire un allongement, j'ai écrit si on l'entend. Par exemple, le mot bière en anglais qui se dit beer, tu vois, tu entends bien l'allongement sur le i, sur la lettre e. Beer, beer, on dit pas beer, je veux une bière, non, je veux une bière. Donc du coup, il y aura un allongement aussi dans le japonais. Règle numéro 3, si la syllabe est fermée, quasi à chaque fois, on va utiliser la colonne des U. Par exemple, le mot hôtel. Un hôtel. On dit pas un hôtel, on dit un hôtel. Tu vois, ça se termine avec une syllabe fermée, ça s'appelle comme ça. Donc, en japonais, on va écrire ça avec la colonne des U, donc hôtelu. On n'a rien pour écrire hôtel, donc on va écrire hôtelu. On avait l'exemple de dance en anglais, dance. On dit pas dance, dance. On va écrire en japonais dansu. 4e règle, la pause. On utilise la pause pour un mot qui se termine rapidement à la fin. Par exemple, le personnage de jeu vidéo qui s'appelle Sonic. Sonic, ça se termine rapidement. On dit pas Sonic. Sonic, tu vois, il disparaît très vite. Sonic, il disparaît aussi vite que Sonic quand il se met à courir. Eh bien, on va écrire ça Soniku. 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 Un autre, par exemple, le mot big, pour dire gros en anglais. Big. Big. La fin du mot disparaît vite. On va écrire ça bigu. 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 Soniku. Soniku. Règle numéro 5. On décompose les consonnes qui s'enchaînent.
les consonnes qui s'enchaînent, par exemple, dans le mot cristal. Au début de cristal, il y a un C et un R. Crc, crc, tu vois, c'est crc. C'est le son, c'est CR. Et bien là, on va décomposer les consonnes qui s'enchaînent. Pour cristal, on va écrire kuri, 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 pour le CER, kuri, kuri sutaru, kuri sutaru. Si tu le dis vite, ça fait kuri sutaru. Et ça peut ressembler à quelque chose comme cristal. 6e règle, les syllabes fermées en T ou en D. Lorsqu'on a une syllabe fermée en T, on va utiliser le son, enfin la syllabe to. Exemple, un hit musical, tu vois, la musique, un hit, on va l'écrire itto. Itto. C'est une syllabe fermée en T, c'est exceptionnel. On écrira la syllabe O à la fin. Itto. Autre exemple, un lit, en anglais, ça se dit bed. Ça se termine avec un D. On dira beddo. Beddo. 7e règle, les voyelles nasales en, en, on. Exemple, croissant. Exemple, Saint-Honoré. Exemple, macaron. Et bien là, du coup, pour le en, on va l'écrire AN. La syllabe A et la syllabe N. Pour un, on va aussi écrire la syllabe A et la syllabe N. Et pour on va écrire la syllabe O et la syllabe N. Je rappelle que tout ça, c'est des révisions du cours de la semaine dernière. Hein. Pensez bien à réviser, c'est un cours très très important celui-là. J'ai mis ma fiche de révision sur le Discord si ça vous intéresse. Et pour terminer, la dernière règle, ce sont les sons modifiés. On a 5 catégories, les si, les i, les ti, les di et les v. Par exemple, taxi, ça va devenir, on va utiliser non, je vais prendre un autre, casino, casino, on va l'écrire cagino. Et tout ça, encore une fois, vous révisez bien le papier, c'était le cours pour aujourd'hui, vous faites des exercices. Je suis désolé, je ne suis pas aussi bon prof que Julien Fontanier, je vous ai fait une petite piqûre de révision, c'était sûrement maladroit, c'était sûrement pas bien fait, mais j'ai fait comme j'ai pu. Donc, aujourd'hui, nous avions aussi des exercices pour aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Il fallait ici cataniser les mots, par exemple, bike, tu vois, on va l'écrire avec un... Ici, c'est ba, i, ku. Baiku. Bike, tu le prononces à voix haute, c'est la règle numéro 1 la plus importante. Comment tu prononces bike en anglais? Bike. Ben, tu écris baiku. Voilà. Donc là, on a respecté toutes les règles pour écrire baiku. Entraînez bien, vous, avec les exercices, c'est très important. On avait aussi un exercice à faire sur les noms propres. On avait appris à écrire des noms propres. On mettait un point pour séparer le nom et le prénom, par exemple. Ou alors on mettait un égal, je n'en vois pas ici, pour faire un trait d'union, comme pour Jean-Paul, par exemple. Tu vois? Il faut bien, si les exercices sont difficiles, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre la semaine dernière. Donc aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle leçon en compagnie de Julien qui est à l'ordinateur mais qui ne sera pas là dans le chat malheureusement. Et ce sera une leçon sur les nouvelles combinaisons katakana. J'espère que ça vous plaira. Ce sera la dernière leçon normalement pour les katakana si j'ai bien compris, mais je dis peut-être des bêtises. J'augmente le son du bureau à fond, je baisse le mien parce que les vidéos de Julien sont assez faibles. Et je vous souhaite un très bon cours. Prenez des notes. Je vais prendre mon stylo et mes notes. Et nous sommes partis. Bonjour à toutes et à tous. Prenez place. Commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Voilà. Ça y est, on y arrive. Le dernier cours sur les katakana. Ce sera le dernier cours sur les kanas en général. Allez, on est chaud. On lâche rien. On attaque quelque chose de pas forcément facile, les nouvelles combinaisons katakana. Donc, on a déjà vu les combinaisons hiragana, katakana de base, qui se faisaient avec petit a, petit u, petit o. Il y en a pas mal, tout va ça, bien. On a vu ça, oui. J'espère que vous avez déjà bien compris ça. Oui. On passe maintenant à un stade un peu plus complexe et un peu plus bizarre. Hein. Ça va être un peu YOLO, mais ça va bien se passer. Je suis là pour vous aider. Il a dit YOLO. Alors, j'ai entendu. Quand on katakanise des mots étrangers, on s'est rendu compte que parfois il y avait des trucs qu'on n'avait pas forcément, qu'on passait par des syllabes japonaises un peu proches, mais pas tout à fait exactes. Par exemple, je sais pas, un hit, on va dire hito. Bon, d'accord. On l'a vu tout à l'heure, oui. Qu'est-ce qu'on avait par exemple, taxi, takshi. Ouais, d'accord, effectivement. Mais par exemple, quand on a, je sais pas, un fax, le fa, mais comment on le fait, le fa? Comme le fa de Farod, comment on fait On le a fa? le feu en japonais, hein, le hu, mais le fa. Fou On A. n'a pas. Fou A. Comment on va faire? Et bien c'est là
qu'on va créer des nouvelles combinaisons. Voilà, c'est le truc qui Pour nous ça, manquait on en va se fait. baser sur des katakana un peu particuliers, les petits A, I et O. Alors, je vous mets pas le U, vous verrez, en fait, on s'en servira jamais. Donc, uniquement A, I et O. Et si on utilise la Tout ça, colonne encore des une U, fois, je pas vous besoin l'ai du déjà U. dit, ça n'existe pas en hiragana. En hiragana, on a juste petit A, petit U, petit O, petit Tsu. Alors, éventuellement, petit A, I, U et O, mais ça, c'est uniquement dans les mangas quand on va vouloir écrire des trucs, mais qui n'existent pas de base en japonais. D'accord ? D'accord. C'est un peu des trucs fantaisistes. En katakana, il n'y a pas de souci, ça existe. On a petit A, petit U, petit O, petit Tsu, on a déjà vu. Mhm. Et puis là, on arrive avec petit A, petit I, petit E, petit O. Ils existent, il n'y a pas de souci, on va s'en servir pour ces nouvelles combinaisons. Et je Alors, sens que ça va me plaire, ça je par vous donne un contre. premier exemple. Et j'aimerais que vous compreniez de vous-même le principe. J'explique bien sûr après, pas de panique. Ok. Pour faire fa, fi, fé, fo, on va se baser sur le fu. Ouais, donc la colonne des U Et encore une fois. fu petit a, ça fait fa. Fi petit i, ça fait fi. Bon, le fu, il existe de base. Voilà, c'est ça. Fi petit e, ça fait fé. Ouais. Fu petit o, ça fait faux. C'est très simple pour l'instant, c'est logique, Avec ça ça, va. on crée les mots suivants. Fax, le fax. Figure, une figurine. Café, le lieu, hein, un café. Mhm. Fork, la fourchette. Des mots qui existent dans le vocabulaire japonais. Donc très important. Ok. C'est très logique, ça c'est très simple pour le moment. On va voir maintenant le V. Alors, on a déjà vu de base que les Japonais n'arrivaient pas à prononcer le V, qu'ils utilisaient le B pour Le dire, B. je sais pas, par exemple, vitamine, biba, etc., etc., etc. Avec un peu d'effort et puis avec surtout les nouvelles combinaisons, on a créé le V. V, alors, à partir de quoi on l'a créé? On a pris le U, on lui a mis un dakuten et on s'est dit, bah voilà, on a créé le VU. Et puis Ah. on se pose pas de questions. Donc, Bah. ne vous posez pas de questions. VU. Ils ont fait D'accord. ça comme ça, ils en ont pris un. Le U, ça existe jamais avec un dakuten, du coup on l'a pris, puis voilà. Ouais, c'était le seul Du qui coup, restait. vu petit a, ça fait va. Vu petit i, ça fait vi. D'accord, ok. Vu tout seul, ça fait vu. Vu petit e, ça fait v. Et vu petit o, ça fait vo. Hein, ok. Vous comprenez bien pourquoi on n'a jamais de petit u, bah parce qu'on a le truc tout simplement. Fu, vu, etc., etc. Oh, d'accord, c'est très intéressant. Avec tout Je ça, me on note. crée quoi? On crée Viking, les vikings. Vegan, les véganes. Octave, l'octave en musique. Versailles, Versailles. Et enfin, Wolfgang. Et ouais, Wolfgang, qu'on écrira comme ça. Wolfgang. C'est quoi un Wolfgang? Alors, on a créé la ligne des V, c'est très bien, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait de tous les mots qu'on écrivait avant avec B, comme par exemple vitamine? La règle, c'est que tous les noms communs qui ont été créés en japonais, katakanisés en japonais avant la création de cette nouvelle combinaison, Ok, c'est un musicien, ça qui est marche. d'ailleurs assez récente, hein, les nouvelles combinaisons, c'est quelque chose de finalement assez récent. Ça a été créé Ah, mais c'est à le peu nom de près il y Mozart. a 50 ans, je dirais, quand on a voulu katakaniser plein de noms propres étrangers. Bon, Je savais pas. tout ce qui est des noms communs antérieurs à ces nouvelles combinaisons, on garde le B. Vitamine, ça reste vitamine. Viva, ça reste biba. Et puis tout ce qui va être nom propre, alors là, ouais, effectivement, on va vouloir faire quelque chose de vraiment très proche. On va pouvoir écrire ces nouvelles combinaisons, on va pouvoir utiliser ces nouvelles combinaisons. Je crois que, alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais un des premiers exemples d'utilisation du V, hein, de la ligne des V, bah, c'est quand on a eu Évangélion. Évangélion, on a vraiment voulu créer le V de Évangélion. Ça aurait été con de mettre Évangélion. Du coup, voilà, Evan. Evan. Voilà comment ça a été créé. Nouvelle combinaison suivante. On a un modo qui s'appelle Evans. Les W. Alors vous allez me dire, bah, on a déjà le wa et le wo. Ouais. Mais il nous manque le oui, le ouais, tout ça. Bon, alors comment ça marche? Le wa, de base, il existe, il n'y a pas de souci. Pour écrire le oui, on se base sur le u et on met un petit i. Du coup, ça fait ui, ui, ui. Ça fait un oui finalement. Oui, oui. Oui, oui. Pour le oui, c'est pareil. Oui petit e, ça fait oui, Oui. oui, oui. Alors, bon, le u tout seul, hein, au milieu, non, ça n'existe pas. Dans très peu de langues au monde, on a le u. En français, si je dis pas de bêtises, on n'a aucun mot avec u. Déjà, la distinction entre le u et le u, c'est pas évident. On n'a pas. N'en demandez pas trop aux japonais, s'il vous plaît. Donc ça n'existe pas. Et puis, le wo, alors on a déjà le wo, certes, mais je vous ai dit que c'était assez proche du
O finalement, un wo très, très doux. Et les Japonais vont vouloir prononcer le wo tel qu'on l'a dans certaines langues. Du coup, on a créé quand même le U petit O pour faire le wo. Wow. Par exemple, whisky, le whisky. Website, un site internet, avec tous les mots qui utilisent web, etc., etc., etc. Web. Walking, eh ben ouais, walking. La marche à pied, un walking. Walking. Et pas wa, c'est vraiment au niveau On du écrira son. comme ceci. Walking. Là, on a bien le wo, bien anglais. Très bien, c'est très intéressant. Bon, ça, ce sont les nouvelles combinaisons de base. Ensuite, les Japonais ont créé encore de nouvelles combinaisons pour compléter des combinaisons déjà existantes. Vous vous souvenez, avec shi, on crée sha, shu, sho. Oui. Bon, du coup, on a sha, shi, shu, sho. On n'a pas le she. C'est un peu bizarre. On pourrait le créer, ce she. Bah ouais. Shi, petit e, ça va devenir she. D'accord. Comme dans, par exemple, chef. On remplit vraiment un les chef trous, en fait, j'ai cuisinier l'impression. français. Le mot est arrivé au Japon, du coup, Chef. un cuisinier de Chef. haute renommée au Japon, c'est chef. Je veux Chef. une vague de Voilà. chais dans le Chef. chat. Chais. Pareil avec le ji, on a ja, ji, ju, jo, mais on n'a pas le j. On va le créer, ji petit e, j. On a par exemple le mot projecto, un projet, project. Projecto. Les Japonais aiment beaucoup quand ils font des films, aiment beaucoup mettre des projects de partout. Hein. Project patati, project patata, c'est quelque chose de très 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 japonais de mettre des petits projects de partout. Et puis avec le chi, on a cha, chi, chu, cho, mais on n'a pas le che. Bah pareil, chi petit e, ça fait notre che. Par exemple, chess, les échecs, chess. Chess, chess. Ça marche comme ça. Il va falloir réapprendre tout ça par cœur. Du coup, c'est tous les petits trous qui nous manquaient dans notre. Ensuite, Enfin bref, les nouvelles combinaisons l'apprendre. peuvent aussi permettre de mieux prononcer ce que dans le cours précédent, je vous ai dit qu'on prononçait un peu mal. Hein. Vous vous souvenez, par exemple, le ti qu'on allait prononcer chi. Bah ici, on a créé ti avec t petit i. Par exemple, tiramisu, tiramisu. Tu vas pas dire tiramisu, c'est vrai. D petit i. Par exemple, dans Disney, qu'on va prononcer alors en anglais, un Disney, même Disney, je crois. Donc en japonais, Disney. Disney. Et ouais, Disney. Alors il faut savoir qu'au Japon, un Disney, c'est. Et ça a une popularité incroyable au Japon. Hein. De manière générale, on pense que les Japonais sont tous à fond sur Pokémon. En fait, les Japonais connaissent beaucoup plus tout ce qui est Disney que tout ce qui est les mangas japonais en fait. Hein. Vous allez au Japon, vous voyez des Minnie, des Mickey, des Donald accrochés à tous les sacs. Je confirme. Disneyland Tokyo, c'est un truc absolument énorme. Bref, Disney, très important. Pareil, on avait le to pour se rapprocher du tu. Vous vous souvenez? Bah, on va créer le tu avec to petit u. Donc là, voilà, on est sur des nouvelles combinaisons un peu particulières. Hein. To petit u, ça va faire tu. Alors les Japonais font ce qu'ils veulent, hein. Ils créent des combinaisons comme ils veulent. Hein. Franchement, et les katakana, on part sur... En fait, à partir du moment où... Waouh, ça fait du bruit ça. À partir du moment où tu lis des messages enfin tu lis du texte en katakana, il faut toujours avoir le réflexe d'anticiper le symbole qu'il y a après. Parce que lorsque le symbole d'après est d'une taille normale, en fait, tu sais que tu peux continuer tranquillement à lire. Mais dès que le symbole de juste après est petit, en fait, tu dois pas lire à voix haute celui qu'il y avait juste avant parce que tu sais qu'il va y avoir une espèce de combinaison des deux symboles pour faire un son spécial. C'était le cas avec les petits ya, yu-yo, c'est le cas avec les petits tsu. Maintenant, ça va être le cas avec des petits a, i, e et o en fait. Donc c'est juste un espèce de réflexe qu'il va essayer d'avoir et de prendre en fait, mais ça peut devenir instinctif au bout d'un moment, je pense. C'est juste, voilà. En fait, moi, ce qui me gêne le plus, c'est le fait que je trouve que les symboles petits ne sont pas assez petits. J'arrive pas trop à savoir des fois si c'est des petits symboles ou pas. Là aussi, ça va être une question d'habitude au bout d'un moment. Mais franchement, là, pour l'instant, je trouve que ça va. Je suis pas effrayé ou quoi que ce soit. Je suis même très content que ce soit aussi abordable pour le moment. Sur des mots étrangers un peu YOLO, alors on y va, YOLO. Bon. Bluetooth. Le Bluetooth. Ouais, Bluetooth. Le tu. Ça se passe comme ça. Bluetooth. Do petit u pour faire du. Par exemple, boudou. Boudou. Qu'est-ce que c'est boudou? Bah c'est le vaudou. Hein? Boudou. Boudou. C'est comme ça qu'ils le disent en japonais. Bon.
Après, c'est pas hyper facile non plus, je suis d'accord, mais il faut s'y mettre et apprendre par cœur, hein. Pour C'est comme pour continuer tout. dans les nouvelles combinaisons, on va avoir des nouvelles combinaisons spécifiques à certaines langues. Par exemple, l'allemand, Oh le merde. Z allemand, qu'on prononce ts, ts, le ts, ts. On va créer plein de combinaisons avec ce ts parce que les Japonais adorent les trucs allemands, etc., notamment la musique allemande. Qu'est-ce qu'on a? Tsu, alors là, c'est le même principe que pour les combinaisons F, V, W. On se base sur le tsu et on rajoute petit a, petit i, petit e, petit o. Tsu petit a, ça nous donne tsa. Hmm. Tsu petit i, ça nous donne tsi. Et en plus, c'est même pas forcément des combinaisons que tu dois apprendre par cœur, c'est ce qu'il y a de mieux, mais je trouve qu'elles sont ultra logiques. On te met un tsu. Là, le premier symbole, c'est un tsu. Si ça se passe en l'espace de même pas une seconde. Tu vas pour prononcer le tsu. Et tu vois que juste à côté, il y a un mini A. Ben, dans la logique des choses, ça va sortir instinctivement. Tu vas dire ça, je pense. Je pense vraiment que c'est de la pure logique et c'est pas très compliqué à ce que le cerveau le prenne en compte. Pareil, le tsi. Tu vois un tsu, tu t'apprêtes à dire tsu. Et quand tu dis tu vois que c'est un i, ben tu dis ti, ti. Tu pars directement. Je pense que ça peut se faire rapidement. Faut juste avoir le bon réflexe. Le bon cerveau. Tsu petit e, ça nous donne tse. Et tsu petit o, ça nous donne tso. Comprenez bien comment ça marche. Avec ça, on crée quoi? Mozarto. Bah oui, nous on dit Mozart parce qu'on le voit écrit Mozart, on dit bah Mozart. Mais non, c'est un prénom autrichien, donc allemand, qui se prononce bien à l'allemande Mozart. Donc Mozarto. Et ouais, et ouais, et ouais. Avec le tsi, alors bon, j'ai cherché, je vous ai trouvé un mot sympa, hein, c'est de l'allemand, bisous. Zigeunerweisen. Ah, ça Bon, c'est. alors, qui s'écrit comme ça en allemand, hein, Yes. que je prononcerai en allemand Zigeunerweisen. Yes. C'est une pièce de musique et du 19e siècle qui a été ensuite adaptée en film, etc. etc. Donc, Zigeunerweisen. On n'apprend pas Entraînez-vous à l'allemand, le nous. prononcer, c'est toujours bon. D'ailleurs, si vous avez du mal à prononcer une langue étrangère, bah, katakanisez-la et puis lisez ça en katakana. C'est super pratique. Hmm. Avec tse, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé par exemple Rapunzel. Eh ouais, c'est le nom anglais et allemand de base, hein, de réponse. Ah, La j'allais le princesse dire. réponse. J'allais le dire. Rapunzel. Avec tso, on a créé, bon, par exemple, Zollverein. Alors, Zollverein, c'est une mine de charbon en Allemagne, qui apparemment est célèbre. Zollverein. Zollverein. Voilà comment ça se passe. Quelque chose de très allemand, encore une fois. Ok. En français, on a très récemment créé aussi des nouvelles combinaisons. Alors, je vous avoue que le ti, le di, le tu et le du qu'on a vu tout à l'heure, servent beaucoup pour le français. Avec su petit i, on a créé si. Si. Oui. Et ouais, parce qu'on a que chi. Et pourtant, en français, on a le si. Si. Alors, c'est très français, hein. Les Anglais n'ont pas. Les Anglais, c'est plus du si, si. Le si, vous voyez, quand je tire si, si, ça demande des bons muscles ici que les Japonais n'ont pas. Ils sont pas habitués à prononcer le si. Les Bon, pauvres. avec un peu d'entraînement, ils peuvent le faire. Vous êtes Avec ça, on privilégiés. écrit merci. Et ouais, merci. C'est un mot qui est tellement connu dans le monde entier que, bon, ça embêtait un peu les Japonais de dire merci. Du coup, Merusi. merusi. Alors, Merusi. de base, on peut aussi le trouver écrit merushi. Mais de plus en plus, l'écriture merusi tend à s'imposer. Ah, c'est très gentil de leur part, ça. Dans le même ordre d'idée, on pourrait créer zu petit pour faire le zi français, hein. Par exemple, alors ça n'est pas utilisé au Japon, peut-être que ça va arriver, hein. Les nouvelles combinaisons, c'est des trucs qui arrivent vraiment spontanément, c'est quelque chose d'assez récent. Putain, c'est des DLC. Tu te rends compte que la langue japonaise, elle a des mises à jour. Elle a des DLC, petit à petit, on lui rajoute des trucs, c'est trop mignon, je trouve, c'est trop sympa de leur part d'accepter ça, et de pas, genre, obliger les autres à s'imposer, non, non, ils s'adaptent à la langue des autres pour créer leur propre langue, je trouve ça trop trop sympa. Genre là, il est en train de dire que le Z, ça n'existe pas encore au Japon, mais peut-être qu'un jour, c'était en 2015 cette vidéo qui a été faite, peut-être qu'aujourd'hui, le Z existe véritablement, je sais pas, mais c'est trop gentil. Ils sont trop gentils les Japonais, c'est abusé. Encore, hein, par rapport à l'histoire de la langue japonaise, peut-être que dans 10 ans, le zi sera posé, il sera là devant nous. Incroyable. Par exemple, pour Des dire DLC troisième, gratuits pour toute la imaginez, population. un mec qui crée un restaurant au Japon, il veut l'appeler troisième, il écrit troisième en katakana. Bah ouais, on écrirait ça Torowa Ziem. Torowa Ziem. Troisième. Pour l'instant, c'est Torowa Jiem. Ça ressemble un peu moins. Pour l'instant, le zi n'est pas encore très utilisé. Et pour finir, on a donc plein d'autres nouvelles combinaisons. Qui, alors encore une fois, qui sont un peu spontanées, qui se créent comme ça. Par exemple, avec des petits u, on fait dieu, dieu,
Par exemple, pour le mot producer, un producteur, producer. Et ouais, et ouais, et ouais. Dans le même ordre d'idée, alors ça n'existe pas encore, hein, c'est comme le Z, on pourrait créer T petit U pour faire le tu, comme par exemple dans une tulipe, hein, tulipe, tu. Bon voilà, imaginez que on veut transcrire le tulipe, ça pourrait se faire, hein. Actuellement, le mot tulipe s'écrit en japonais tulipe, Mais c'est comme on le dommage, fait par il aurait exemple pour fallu le prendre la mettre tulipe. directement Tulipe. dans les combinaisons, ça, le diu, le tiu, non? Q petit o. Et ouais, pour faire quo. Par exemple, dans le mot anglais quota, hein, quota, le trimestre, quota. Voilà. Donc vous voyez qu'on a plein de nouvelles combinaisons. C'est quelque chose de récent, c'est quelque chose de qui se fait vraiment, voilà, c'est un peu YOLO, c'est un peu les Japonais en créent par-ci, en créent par-là. Des fois, on se base sur une forme en U, des fois sur une forme en E, des fois sur une forme en O. Bon, voilà. L'important, c'est que vous compreniez le principe des nouvelles combinaisons de base. Intéressant. On se base sur un truc en U, plus petit a, petit i, petit e, petit o. Mhm. Et l'important, c'est aussi que vous compreniez, bah, si jamais vous rencontrez une nouvelle combinaison, vous essayez de voir comment ça peut se lire. Un tsu petit a, bah ouais, tsu Ça, petit a, bah c'est ça. Voilà, c'est comme c'est ça. très L'important, logique. c'est pas forcément à vous de créer de nouvelles combinaisons, mais vous rencontrez un mot bizarre, voilà, bon, ça, voilà, je suis dans un contexte allemand, je vais avoir des combinaisons un peu bizarres, ça, si, effectivement, on a des nouvelles combinaisons. Comprenez, essayez de bien comprendre comment ça marche, c'est important. Mais pas de panique. Si jamais vous êtes complètement paumé, vous n'avez rien compris, vous pensez que vous n'allez jamais y arriver, pas de panique, là on est dans des noms propres étrangers. Ça ne va pas vous handicaper dans votre apprentissage du japonais. On va rarement parler de la pièce de théâtre, de la Oui, pièce musicale ça c'est vrai. Tsugai no Raizen quand on va apprendre la grammaire japonaise. Je vous rassure, on verra des mots japonais, genre je sais pas, momiji, etc., ayane, je vous dis n'importe quoi, hayabusa, etc., etc. Donc voilà, on restera dans des trucs bien japonais, bien faciles à prononcer. Tout ça, c'est des noms propres étrangers. Les katakanisations de base, les noms communs étrangers restent dans les règles de katakanisation qu'on a vues dans les katakanisations, le premier sur les 3 cours des katakana, hein. Tout ça, c'est bon à savoir si jamais vous voulez créer un jeu, nommer des personnages en japonais, etc., etc. Ouais, c'est bien. Mais encore une fois, si jamais vous ne maîtrisez pas tout ça à fond, ce n'est pas grave, ça va venir, pas de panique. Ok, je me fais pas d'inquiétude. Du coup maintenant, bah écoutez, c'est très simple, on peut absolument tout écrire en japonais. Tout ce qui est japonais, on peut l'écrire. Et puis Waouh! tout ce qui est étranger, avec les combinaisons, les nouvelles combinaisons, les règles de katakanisation, tout ça, etc., etc. En gros, j'aimerais vous dire que toutes les syllabes du monde entier, toutes les phonétiques du monde entier, on sait l'écrire en japonais. Que ce soit en hiragana dans le cas de la langue japonaise ou en katakana dans le cas des langues étrangères. Ça y est, ça y Vous est. êtes calés en kana, mes chers élèves, et ça fait plaisir. Enfin, j'espère que vous l'êtes. En 8 heures, en 9 heures. Maintenant, on va pouvoir passer au kanji. Et Ah, là, c'est une autre histoire. là Bon, on va pour rigoler. l'instant, on reste là-dessus. Je vous donne vos exercices. Donc pareil, dans les deux sens, je vous donne des mots avec des nouvelles combinaisons. Essayez de trouver ce que ça veut dire, écrivez-le à côté. Alors, soit en phonétique, soit essayez de Putain. trouver le mot, hein, auquel ça peut correspondre. Kana, À chaque c'est fois, juste des le noms propres, début. donc on n'est jamais Oui, sûr, hein. on va aller au kanji maintenant. Et puis dans l'autre sens, je vous mets des noms propres étrangers. Essayez de trouver les nouvelles combinaisons. Je vous mets beaucoup de F, de V, de W, hein, les nouvelles combinaisons de base, hein. Mm. Essayez très de bien. bien vous entraîner à faire tout ça. Ok. Voilà, voilà. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez de C'était très bien. bien travailler. Qu'est-ce qui se passe? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer Il avait oublié. aucune leçon. Le sourire, les gars, le Vous sourire. retrouvez toutes les informations, toutes Le les sourire. actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis et je vous donne rendez-vous au prochain cours. Il a du mal, hein? Prochain cours, les kanji. Il a vraiment du mal. On va s'amuser. Non, ça va très bien se passer, ça va très bien se passer. Vous en faites pas. Il veut pas nous faire peur, mais au fond de lui, il sait très bien qu'on va être mort. Mais il a eu du mal à la fin, c'est rigolo. Ok, je trouve que ce cours qu'on vient d'avoir était ultra abordable, ultra facile, beaucoup plus simple que les cours qu'on a eu la semaine dernière, donc ça me rassure beaucoup. Donc c'est chouette. On va
il m'a pas conseillé de faire de suite des kanji. Là, on va se faire une petite vidéo sur le vocabulaire des animaux domestiques. Chien, chat, poisson. Qu'est-ce qui existe d'autres comme animaux domestiques? Hamster, souris, perroquet, tous ces trucs-là. Donc du coup, les subs et tout ça, je les lirai à la fin du live du coup. Donc, on va partir maintenant. La publicité aussi, je la lancerai à la fin du live, mais merci de l'avoir proposé. Donc, on va partir maintenant. Alors, nous aurons des exercices à faire pour la semaine prochaine pour s'entraîner. On peut en prendre un, par exemple. Là, tu vois. Là, on a tendance. Alors, si je prends mon petit carnet. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi comme là déjà? C'est le chi, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Oui, c'est le chi. Alors, du coup, je dirais chi. Ah ben non, parce que juste à côté, il y a un et. Donc, je dirais chez. On l'avait vu tout à l'heure dans le chat. Chez. Ah, je l'ai pas écrit. Si, il est là. Chez. Donc, du coup, ça fait. Ça fait chez, he. Chez, he, là. Chez, he, là. Chez, chez, déjà c'est difficile à prononcer. Chez, là. Za. Chez, là, za. Do. Chez, là, za, do. Et alors, du coup, la réponse était chez, là, za, de. Ah, attends, pourquoi? Attends. Ça, c'est un to qui devient do. Ah, mais c'est pas ces histoires de particules à la fin. Alors, attends, laisse-moi vérifier mon cours. On avait dit quoi? On avait dit syllabe fermée en T qui devient to. Sherazade. Syllabe fermée en D qui devient do. On écrit bedo pour bed, mais c'est Sherazade. Oui, en fait, c'est la règle numéro 7 des règles de katanisation. Du coup, je vous invite à vous faire ces petits exercices. Allez, on s'en fait un deuxième. Ça, c'est le T. Et ça, c'est le I. Donc, ça fait ti. On l'a vu à l'instant. Ça, c'est le mou. Donc, ça fait timou. Timou. Et là, c'est baton. Timou, baton. Si je me dis que c'est quelque chose pour dire Tim Burton. Timou baton. C'était Tim Burton. C'est exactement ça. Ok. On s'en fait un autre encore ensemble si vous voulez. Ça, c'est le sou. Ça, c'est le ta. Donc, sous-ta. Alors, je vérifie encore une fois. Normalement, je les connais par cœur, mais je veux pas faire de bêtises en live. Donc, c'est le sou. Et c'est le... Non, c'est ça. Il faudrait que je me fasse confiance. Sous-ta. Sous-ta. Et ça, c'est le U. Mais nous avons un petit O. Un U avec un O, c'était quoi déjà ça? Ça fait wo. C'était wo. Wo. Woza. Ouais, je l'ai pas du tout. Wo. Woza. Woza. Suta woza. Suta woza. Suta woza. Suta woza. Putain, je l'ai pas du tout. Star Wars. Star Wars. Star Wars. Star Wars. Star Wars. Woza. Oh, c'est compliqué. Allez, on s'en fait encore un petit dernier. Celui-là, par exemple. Alors, on avait dit que ce symbole, c'était vu. Avec un E, ça fait V, du coup. Donc, Véné. Vénétsu. Vénétsu plus I. Vénétsi. Vénétia. 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 J'ai fait une erreur peut-être dans tout ce que j'ai lu. Venezia. Venezia. C'est Venise. C'est la ville de Venise. Je cherchais un nom de film pas à cause de Star Wars. Venezia. Bref, je vous invite du coup de votre côté à bien reprendre l'exercice. Et idem à l'inverse, à transcrire des mots comme ça, français, anglais, italien et allemand. Il faudra les katakaniser. Et vous me faites ça du coup comme devoir pour la semaine prochaine. Vous serez gentil, merci. Nouvelle vidéo maintenant dans laquelle nous allons apprendre du vocabulaire, du coup, sur les animaux domestiques. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prête? En tout cas, moi je le suis. Du coup, nous sommes partis. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Oui, il est ultra content de faire ce cours, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est un cours qui lui fait plaisir. Alors, les animaux. La leçon du jour porte sur les animaux domestiques. Il a l'air très content. Je suis actuellement accompagné d'un... Oui, c'est un chien.
Un chien, bon, un peu bleu, mais c'est un chien. C'est un chien d'eau. Alors, on va commencer avec les animaux domestiques. C'est du sadisme, il J'ai veut nous dressé faire une mal. liste, comme d'habitude, de 20 mots pour ce champ lexical. Ça a été ultra compliqué. On fera plus tard d'autres fiches vocabulaire, d'autres cours de vocabulaire sur les animaux sauvages, les poissons, les oiseaux, etc. Tous les animaux n'ont pas pu rentrer dans ce cours-là. C'est pour ça D'accord. que je vous préviens, ne criez pas au scandale. Il nous a mis les Par plus animaux importants. domestiques, j'ai regroupé en fait les animaux de compagnie, les animaux de ferme, le bétail, etc., etc. Plus deux, trois petits. Ouais, quoi que non, ça va, j'ai réussi à faire un truc assez sympa. On y va. On y va, c'est parti. Écoutez bien. Le chien Le chien. se dit en japonais inu. 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 Et nous avons le kanji du chien. Alors, sachez avant tout que tous ces mots que l'on va voir s'écrivent pour la plupart en un seul kanji, donc sont lus en lecture purement japonaise, mais peuvent également s'écrire en katakana. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors pas parce que ce sera du sino-japonais ni rien, parce qu'en fait, lorsque l'on va écrire le nom d'une espèce, la race. donc ici le chien en général, c'est quelque chose qui s'écrira en katakana. Ici, je vais parler du mot de base en japonais, donc je vous mets bien sûr tout ça en kanji. Allez, ensuite. D'accord. Le chat. Ça, c'est Se neko. dit en japonais neko. Neko. On a quand même des noms que vous devez peut-être connaître, je pense. Et nous avons le kanji du chat, du coup. L'oiseau se dit en japonais tori. On l'avait déjà vu, celui-là. Il ressemble beaucoup au kanji du cheval. Le poisson se dit en japonais sakana. Sakana. J'aime bien son kanji, il est mignon. Mais sakana, le poisson. Le tanuki se dit en japonais tanuki. Si simple. Bon, le vrai mot français du tanuki, c'est un chien vivrain, mais vu que je pense que ce terme ne parle absolument à personne, je vous donne le mot japonais qui est rentré dans la langue française, le tanuki. D'accord. Vous pourrez reprendre la vidéo pour vous faire des notes plus tard. Le lapin se dit en japonais usagi. Usagi. Usagi, le lapin. Usagi. La vache se dit en japonais ushi. Ushi. Son kanji est ultra simple. Le mouton se dit en japonais hitsuji. Attention à la prononciation, c'est bien hitsuji. Hitsuji. Hitsuji, avec un H au début. La chèvre se dit en japonais yagi. Yagi. Au niveau de la construction sur les kanji, on l'écrit avec le kanji de la montagne. J'allais le et dire. Le kanji du mouton. La en montagne. Gros, une chèvre, c'est un mouton de montagne. Sympa. Oh, vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Je vous le remets. C'est ultra intéressant. Tu prends le kanji de la chèvre, tu lui mets le kanji de la montagne. Non, le kanji du mouton, tu lui mets le kanji de la montagne, ça fait la chèvre parce que c'est un mouton de montagne. C'est trop stylé. C'est si logique, si bien fait. J'adore ce genre de choses. Ah oui, c'est vrai, putain, quand YouTube il accepte pas quand je regarde ses vidéos pendant que je suis en live. Bon, je vous la refais, vous inquiétez pas. Ça arrive. Mais j'adore cette logique qu'ils ont les Japonais pour certains mots. C'est comme oiseau et blanc, ça fait colombe, si je me souviens pas. Il y a une logique comme ça. Tu mets le kanji de oiseau et de blanc, et ça te donne le kanji de l'écriture de colombe. Ah non, c'est cygne. Ah merde, pardon. Bah, tu vois, je dis des bêtises. Allô, YouTube. Quand tu veux. Allez, YouTube. Allez, on croit en toi. C'est dingue ça me faisait pas ces petites erreurs là de streaming quand... Ah mais c'est parce qu'il y a le confinement aussi, du coup ça en chie un petit peu je pense. Homme plus Nintendo ça fait Farod. J'aime beaucoup cette idée. Ouais, 3 kanji de l'arbre, tu prends le kanji de l'arbre, tu lui en mets 3 et ça donne la forêt. Ça aussi j'aime beaucoup cette idée là. Volcan, oui, c'est ça, c'est le feu, le kanji du feu et le kanji de la montagne. Et quand tu les colles, ça donne le volcan du coup.
Non, mais ça marche bien YouTube pour toi, oui, mais moi je suis en train de faire un stream en même temps, donc j'envoie des données en même temps, j'en reçois, et donc là je lui demande. Ouais, par contre, là ça commence à m'agacer. On va baisser la qualité, je pense, encore plus. Allez, YouTube, fais un effort, s'il te plaît. Bon, S'il te plaît. On est qu'à 3 minutes. vache se Ok. dit en japonais ushi. Donc on a repris juste un peu avant. Réécoutez bien la logique pour la chèvre, hein. Le mouton Enfin le mouton se du dit coup. en japonais hitsuji. Enfin la chèvre qui arrive après le Attention à mouton. la prononciation, c'est bien hitsuji. La chèvre se dit en japonais yagi. Au niveau de la construction sur les kanji, on l'écrit avec le kanji de la montagne et le kanji du mouton. En gros, une chèvre, c'est un mouton de montagne. Sympa. Regardez bien les kanji parce qu'ils commencent à Le s'intégrer cochon dans notre se tête. dit en japonais buta. Gutta. Ouais, regardez-les bien les kanji. Ça va rentrer à force. Le cheval se dit en japonais uma. Celui-là on le connaît, le cheval, on l'avait déjà vu. Uma. Le cerf se dit en japonais shika. Hein, on a Shika. déjà vu ces deux kanji ensemble, puisque quand on les met à côté, le cheval et le cerf, et qu'on lit donc le tout en lecture sino-japonaise, ça crée le mot baka, l'idiot en japonais, puisque donc du coup l'idiot c'est la personne qui est incapable de faire la différence entre un cheval et un cerf. Oh, que c'était intéressant cette explication. L'âne se dit en japonais roba. Pourquoi il a inversé? Alors, il existe des kanji, mais ça c'est vraiment un mot qui s'écrit surtout en katakana parce que très peu de japonais connaissent les kanji du mot. Ah, d'accord. Donc il y a même des japonais qui connaissent pas leur langue à eux. Le dromadaire se dit en japonais rakuda. Rakuda. Même chose, les kanji sont très peu connus au Japon, du coup c'est un terme qu'on écrit beaucoup en katakana. Sachant que en japonais, il n'y a pas de mot différent pour le chameau et le dromadaire. Oh. C'est rakuda pour les deux. Du coup, on précisera rakuda a une bosse ou rakuda a deux bosses. D'accord, c'est rigolo. La poule se dit en japonais niwatori. Niwatori. Si vous avez déjà regardé le cours sur les cas particuliers de kanji, vous savez que en Non. fait voilà, on a à peu près 2 lectures purement japonaises, niwa plus tori mises en un seul kanji. Vous irez voir ça, je ne vous embrouille pas davantage. Ok, on verra ça après. La souris se dit en japonais nezumi. Nezumi. Nezumi, ça sonne bien, je trouve. C'est joli. L'écureuil se dit en japonais risu. L'issue. Encore une fois, c'est un mot qu'on va écrire plus en katakana. Et pour la construction, on remarque qu'on a toujours le kanji de la souris. Le premier kanji, c'est le kanji de la châtaigne. Donc en fait, voilà, la souris C'est mignon. liée à une châtaigne qui n'arrête pas d'essayer de manger une châtaigne, c'est un écureuil. C'est mignon comme tout, je trouve. Le hérisson Ah, se dit en japonais Sonic. Hari Nezumi. Hari Encore une fois, on Nezumi. retrouve bien la souris. Et Hari, c'est l'aiguille. Donc une souris avec des aiguilles, c'est le hérisson. C'est très logique. Souris avec des aiguilles. Le hamster se dit en japonais hamster. Là, on est sur un mot étranger écrit en Hamster. katakana. Et pour finir, le furet qui se dit en japonais feretto. Ah, il n'y a même pas de Encore kanji une pour fois, lui. un mot écrit uniquement en katakana. Feletto. Alors je vous présente toutes mes sincères excuses si je n'ai pas mis dans cette liste votre animal de compagnie. Hein. Je sais qu'il arrive que parfois des gens ont des animaux un peu particuliers chez eux. Encore une fois, je ferai plein d'autres leçons de vocabulaire sur les animaux sauvages, les oiseaux, les poissons, On a le temps. les animaux rampants, etc., etc. Donc, Ouais, pas la de logique souci, d'un kanji, on elle est verra cool. tout ça en temps et en heure. Ça fait super plaisir de Chers sentir élèves, ça j'espère abordable. que ce cours vous a plu. Oui, moi ça m'a plu. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucun cours.
Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au prochain cours. Merci. Oh, ce méga sourire. Il était content. Il était très content dans cette vidéo, Julien. Ça se sentait que c'était une vidéo qu'il aimait faire, du coup. C'est très intéressant. Bon, là, j'ai rien retenu, évidemment, à part le chat, c'était Neko, mais je le connaissais déjà. Mais ça m'a fait beaucoup rire pour la chèvre, par exemple, pour le hérisson aussi. Très, très, très intéressant. Regardez toutes les prochaines vidéos de vocabulaire qu'on fera un jour. Le nom des couleurs, les formules de politesse, on l'a déjà fait. Les animaux sauvages, les jours de la semaine, les aliments de base, lire l'heure en japonais, les formules de politesse, c'est la même. Les membres de la famille. Mais c'est pour un autre jour. On a encore le temps. Aujourd'hui, on laisse de côté, pardon, le vocabulaire et on va passer à une vidéo sur les kanji. Souvenez-vous, là, il y a quelques minutes, il y a un petit quart d'heure, Julien, il était très sournois, il nous a dit les kanji c'est pour bientôt, vous allez en chier et tout ça. Eh bien, le moment est arrivé. Le moment d'étudier le début des kanji, c'est-à-dire là, ici, les 2 lectures des kanji. Je ne sais pas à quoi m'attendre, je ne sais pas ce qui va se passer. J'espère qu'on va s'accrocher, parce que là, on rentre dans le vif du sujet. Apparemment, c'est très intéressant. Moi, j'ai hâte de voir ça. Est-ce que tout le monde est prêt aujourd'hui? C'est une vidéo de 13 minutes, un petit cours de 13 minutes sur les kanji. Préparez-vous, nous sommes partis. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Les 2 lectures des kanji. My body is ready. Aïe, oh les gens qui disent aïe. L'utilisation des hiragana, des katakana, bref des kana, on a vu ça à fond, on passe maintenant aux kanji. Et les kanji, il y a beaucoup de choses à dire dessus, on va faire beaucoup de cours. On commence sans plus attendre avec un cours très important, enfin ils vont tous être très importants, les 2 lectures des kanji. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de 2 lectures? Pour l'instant on ne sait pas trop. Je vais vous expliquer tout ça en commençant par l'origine, l'arrivée des kanji au Japon. Ah, de l'histoire. Bon, écoutons alors, ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc on a déjà vu que les kanji sont arrivés au Japon au 4e siècle après Jésus-Christ par la Corée. Ils ont découvert donc les écrits chinois, puisqu'il s'agit à la base du système d'écriture chinois. Mais avant ça, les Japonais avaient une langue déjà qui n'avait pas de support écrit et qui était, comme j'ai déjà pu vous le dire, assez simple. Il n'y avait pas énormément de termes très sophistiqués, très complexes. On avait des mots simples qui décrivaient ce qu'on avait dans la vie de tous les jours. Alors bon, je vous donne des mots, par exemple, blanc, ça se disait shiro. Oiseau, ça se disait tori. Alors bon, tout ça, je peux pas vous l'écrire en kanji. Pourquoi? Parce que à l'époque, ils n'avaient pas encore les kanji. Puis je vous l'écris pas non plus en hiragana parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas encore les hiragana. Donc je vous l'écris, comme on le prononcerait phonétiquement, parce que à l'époque, le japonais n'était qu'une langue prononcée à l'oral. Mouton qui se disait hitsuji, un poil par exemple qui se disait ke, le feu qui se disait hi, ou par exemple la montagne qui se disait yama. Hi comme le soleil. On a plein de mots qu'on va utiliser par la suite, vous verrez. Et puis, les Japonais ont récupéré les kanji. Et là, ils ont vu tous ces idéogrammes qui, chacun, représentent une idée. Donc, ce que les Japonais ont fait, ils ont posé leurs mots à eux sur les idéogrammes. Vous voyez par exemple ce kanji, qui est le kanji qui veut dire blanc. Les Japonais se sont mis à l'appeler shiro. Parce que eux, blanc, ils disaient shiro. Vous comprenez le principe. Ils ont posé leurs mots sur ces dessins, en fait, sur ces idéogrammes. Bon, l'oiseau, ce kanji, il s'est appelé tout d'un coup tori. Le kanji du mouton s'est appelé hitsuji. Le kanji du poil s'est appelé ke. C'est ça le kanji du poil. Le kanji du feu s'est appelé hi. Le kanji de la montagne s'est appelé yama. Vous comprenez bien le principe. Donc, ce qu'ont fait les Japonais, en s'appropriant ce système d'écriture, ils ont posé leur langue sur ces idéogrammes. Vous comprenez bien le principe. Oui. Bon. Oui, professeur. Pour écrire phonétiquement la langue japonaise, les Japonais ont créé aussi les hiragana. Alors les hiragana, on a déjà pu le voir, ce sont des simplifications de kanji. Les kanji ont été... Alors, il y a eu un processus assez long qui a mené à la création des hiragana. Les kanji ont été écrits de manière, vous voyez, très rapide, etc., etc. Le kanji an, par exemple, a donné le hiragana a, etc., etc. C'est ce qu'on a déjà mentionné. Donc du coup, les Japonais ont également créé les hiragana pour écrire non pas avec des isogrammes, mais phonétiquement, par syllabe, leur langue, la langue qui était déjà la leur. Donc par exemple, le kanji du blanc, shiro. Le kanji de l'oiseau, tori.
le kanji du mouton, hitsuji. Le kanji du poil, ke. Le kanji du feu, hi. Et le kanji de la montagne, yama. Vous comprenez bien le principe. Jusqu'ici, tout va bien, tout est logique. Oui, pour l'instant, tout est logique. J'attends le moment Mais- où ça va basculer. Mais tous ces idéogrammes qui ont été récupérés en Chine, tous ces kanji, ils avaient déjà une prononciation en chinois. Oui. Les Chinois, En chinois, oui. quand ils les utilisaient, ils les prononçaient bien d'une certaine manière. Bon, les Japonais ont également récupéré cette prononciation chinoise. Ah, d'où les deux des lectures des kanji. idéogrammes. Et Oh. pour cela, pour écrire, pour prononcer dans leur propre langue ces sons étrangers, ces sons chinois, les Japonais ont créé les katakana. En fait, on a vu les katakana pour écrire l'anglais, le français, l'allemand, etc., etc. Les katakana n'ont pas été créés pour l'anglais. Les katakana ont été créés pour la toute première langue étrangère à laquelle les Japonais ont eu affaire, c'est-à-dire le chinois. Ça Et du justifie coup, les deux ces alphabets. katakana servent ici à écrire en japonais, avec les syllabes japonaises, la prononciation de base, la prononciation d'origine des kanji. Vous comprenez le principe. Par exemple, pour le kanji de blanc, en chinois, je ne saurais pas vous dire comment ça se prononçait, mais katakanisé, ça rend haku, que je vous écris donc bien en katakana. Le kanji de l'oiseau, en chinois, ça rend donc chou. Alors là, vous me dites, pourquoi est-ce que tu es en train de m'allonger un chou avec un U katakana? On a vu que les katakana s'allongeaient avec des tirets d'allongement. Pourquoi est-ce que ici tu es en train de m'allonger un katakana avec les règles de hiragana? Pour l'instant, ne vous posez pas de questions. Je répondrai à tout ça dans 1 ou 2 cours. Bon, Actuellement, c'est un mystère pour le j'allonge moment. les lectures chinoises d'origine comme si c'était la règle des hiragana. Donc par exemple, là, mon son en haut, je l'allonge avec un U. Tout va bien. J'y répondrai plus tard, mais c'est logique, c'est normal, ce n'est pas une erreur. D'accord. Le kanji du mouton, qui, du coup, katakanisé la lecture chinoise, se lit yo. Le kanji du poil, Encore une fois, qui, du coup, se lit mo. là Le aussi. kanji du feu se lit ka. Et le kanji de la montagne se lit san. Du coup, voilà. Du coup, on a 2 lectures pour chaque kanji. Alors, ce qui est bien important, c'est de bien différencier ces 2 lectures. La lecture du mot japonais d'origine, la lecture qui était là avant que l'on récupère les kanji, qui était là de base en japonais. On va appeler ça les lectures purement japonaises. Elles étaient là à la base, elles sont purement japonaises. Ok. Et puis les lectures des kanji qui viennent du chinois, donc ces sons chinois katakanisés, récupérés en japonais, on va appeler ça les lectures sino-japonaises. C'est Sino, ça. c'est le petit mot pour dire chinois, comme on a franco-allemand, etc. Sino, chinois. Ok. Du coup, Ça chaque fait 2 fois idéogramme plus de a vocabulaire. 2 lectures. Une lecture purement japonaise et une lecture sino-japonaise. Les lectures purement japonaises, on les écrit en hiragana. Oui, c'est ça la D'accord. différence, ouais. Si jamais on doit les écrire en romaji, on les écrira en minuscules. Comme les hiragana. Les lectures sino-japonaises, on les écrira en katakana. Et en majuscule. Et si jamais on doit les écrire en romaji, on les écrira en majuscules. On a bien la différenciation minuscule, majuscule, hiragana, katakana. Si je vous dis tout ça, c'est pas parce que c'est drôle, mais c'est parce que ça vous sera utile, notamment dans le kanji tokana qui écrit tout en romaji, et les lectures sino-japonaises sont bien écrites en majuscules, les lectures purement japonaises sont bien écrites en minuscules. C'est très important. Waouh. Ok. Et du coup, Ok. vous comprenez le principe. Il y a plusieurs noms pour les lectures sino-japonaises, purement japonaises. Alors, certains manuels appellent les lectures purement japonaises les lectures indigènes. Bon, ou alors les lectures japonaises. Alors moi, je préfère utiliser le terme de purement japonais, déjà parce que tout ça, c'est tout japonais. Donc, il n'y en a pas un qui est... Les lectures sino-japonaises sont aujourd'hui du japonais, donc on ne peut pas utiliser lecture japonaise. Lecture purement japonaise, lecture sino-japonaise. Ce sont les termes que j'utiliserai dans tous mes cours. Ça posera aucun souci. Commencez à bien vous y faire, à bien les apprendre. Alors du coup, je suis curieux de savoir. On utilise En les japonais, deux... les lectures purement japonaises s'appellent les kunyomi, et les lectures sino-japonaises s'appellent les onyomi, mais ces termes, je ne vous demande pas de les connaître. Je ne les emploierai jamais dans mes cours, donc
Vous pouvez les apprendre juste pour le fun, pour savoir comment ça se dit en japonais, mais ça n'est pas important pour votre apprentissage à mes côtés. D'accord. Du coup, quand je vous présente un kanji, je vous le présente de cette manière-là. Par exemple, ce kanji, le kanji de blanc. Je vous mets le kanji. Je vous mets en hiragana la lecture purement japonaise, shiro. Je vous mets en katakana la lecture Haku. sino-japonaise, haku. Et puis à côté, je vous mets en français le sens blanc, Ok. etc. etc. Je comprends maintenant. L'oiseau, Ok. tori en hiragana qui est la lecture purement japonaise. Cho en katakana Cho. qui est la lecture Cho. sino-japonaise. Cho. Et oiseau, le sens en français. Etc. Pareil pour mouton, pareil pour le poil, pareil pour le feu, pareil pour la montagne. Là, vous pouvez faire un screen. Hein. Vous Là, il comprenez y a bien du le bon principe, vocabulaire. c'est Là. très important de bien comprendre. Voilà, on a des lectures purement japonaises, c'est le mot japonais tel qu'il était là à la base. Lecture sino-japonaise qu'on écrit en katakana, c'est la katakanisation du mot tel qu'il était prononcé, hein, ce kanji tel qu'il était prononcé en chinois de base, etc. etc. C'est bien important de bien comprendre ces deux lectures pour chaque kanji. Avec tout ça, on verra que je vais créer des mots, hein, vous imaginez bien, avec blanc et oiseau, je vais créer le cygne, avec mouton et poil, je vais créer la laine, et avec feu et montagne, on l'a déjà vu, je vais créer le volcan. Le volcan, on fera c'est ça. tout ça dans le cours suivant. Ok. Bien, bien, bien. Petite anecdote, pour ceux que ça peut intéresser, vous vous souvenez que quand on a fait le cours des katakanisations, on a vu qu'en katakana, katakaniser une langue étrangère, ça a modifié un petit peu la prononciation d'origine. Hein. On a vu que du coup, vu qu'on était limité aux syllabes japonaises, katakaniser un mot anglais, katakaniser un mot français, forcément le mot était un peu altéré. Ça a été exactement la même chose quand le chinois a été katakanisé. Alors vous savez peut-être que en chinois, on a une très très grande richesse, notamment au niveau de la tonalité. Je ne suis pas expert en chinois, mais il me semble qu'une même syllabe peut être prononcée selon 4 tons différents, ce qui va lui donner 4 valeurs différentes, 4 sens différents. Comme nous en français avec rose, tout ça en rose, japonais, quand ça a été ce genre de katakanisé, choses. c'est passé à la trappe. Hein. Le japonais, qui est très très simple au niveau de ses syllabes, du coup a passé à la trappe, a zappé toute cette richesse de tonalité chinoise. Du coup, on se retrouve sur des lectures sino-japonaises qui se ressemblent beaucoup. On va avoir beaucoup d'homophones en lecture sino-japonaise, donc souvent des lectures japonaises qui se ressemblent, qui sont exactement les mêmes, pour des kanji différents. Ça va beaucoup arriver, ne vous en faites pas, ça ne posera pas de problème. Bon, maintenant que l'on a bien compris ces principes de deux lectures, purement japonaises, sino-japonaises pour chaque kanji, on va pouvoir passer à la suite, on va voir les règles d'utilisation des kanji, mais en attendant, je vous donne vos exercices. Ah, les exos. Alors, quelque chose de très très simple, vous avez une liste de kanji que je vous mets avec des lectures purement japonaises écrites en hiragana, des lectures sino-japonaises écrites en katakana, dans le désordre. Et puis moi, ce que je vous demande tout simplement, c'est d'entourer en rouge les lectures purement japonaises, d'entourer en bleu les lectures sino-japonaises. Alors c'est quelque chose d'ultra simple, Oui. mais ce que je veux, Hiragana, c'est que vous ayez le réflexe katakana. voilà, katakana c'est du sino-jap, hiragana c'est du purement jap. Ça vous permet de bien avoir cette structure, d'être bien organisé dans vos têtes. Ce sera très important pour tous les mots, pour tous les mots de vocabulaire et pour tous les mots que l'on créera en japonais par la suite. Ça vous sera très important. Cool, on va se le faire maintenant. Là, Les kanji que je vous donne dans cet exercice sont tous des kanji utiles. Donc regardez-les, vous les croiserez, ils seront importants. Ok, donc il faudra essayer de les retenir visuellement, du coup. Bon, chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler. Yes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, le sourire, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au prochain cours. Et oui, on l'a eu, le petit sourire. Merci Julien, merci beaucoup Julien Fontanier. Donc du coup, nous avons ici... Donc j'ai pas compris quand il a dit que... qu'ils étaient... Quand il a dit que c'était mélangé... Ah non, c'est juste que c'est les colonnes sont mélangées, d'accord. Donc là, par exemple, nous avons le kanji de l'oreille. Oui, il y a eu le sourire. Oui, il y a eu le sourire, c'est bien. Le kanji de l'oreille, ça ressemble à ça. Ça se prononce... Mimi.
Ça se prononce Mimi en... Alors, du coup, ça, c'est des hiragana, donc c'est le purement japonais. Donc, c'est en rouge. Et là, c'est le sino-japonais. Et donc, en chinois, ça se prononcerait Ji. C'est comme ça. Ji, tout simplement. Ça, c'est le kanji du cœur. Le cœur, ça se prononce Shin. Ouais, c'est ça, Shin. Et en... Enfin, ça, c'est en chinois, ça se prononce Shin. Et en japonais, ça se prononce... Oh merde, putain, j'ai oublié. C'est quoi, c'est To? Non, attends. Ko. Koko... c'est... Kokoro? Kokoro? Kokoro. Le cœur, ça se prononce Kokoro. Ensuite, ça c'est le kanji du chien. On l'avait vu tout à l'heure, ça se prononce... Inne ou Innu. Attends. Oh putain, mais ça y est, je commence à oublier mon alphabet. C'est le début. C'est Innu. Innu. En japonais et en chinois, ça se prononcera Ken. Ken. Tout simplement. C'est ça, hein, je dis pas de bêtises. Ken. Ici, nous avons le katakana du pays. En japonais, ça se prononcera Kuke. 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 Et en chinois, ça va se prononcer Koku. Koku. Kuke, Koku. Attends, non, j'ai fait de bêtises, pardon. J'ai confondu Ke et Ni. Parce qu'ils ont le même début, pardon. C'est Kuni. Kuni, pardon. Kuni. Dans Naruto, on l'entend souvent, Kuni. Nanana Kuni, le village caché de je sais pas quoi. Qui a un exemple dans Naruto où il y a un nom de village avec le mot Kuni? Dans One Piece, Wano Kuni. L'arc de Wano dans la ville de Kuni. Wano Kuni, dans le pays de Wano. Exactement. C'est ça. Oui, quand je dis sino-japonais, c'est pour dire que ça a été récupéré du chinois, du coup. Le kanji de la mer, en japonais, ça va se prononcer... putain, t'as vu, j'ai des doutes maintenant que j'ai mes feuilles devant moi. Umi. La mer, c'est Umi. Ninokuni. Oui, tout à fait, aussi, oui. Tout ça. Nous avons ensuite la pluie, nous avons la rivière, nous avons la rizière, nous avons la fleur, la forêt, le bambou, le pinceau, le papier. On en a plein. On en a plein. Je vous invite à télécharger cette feuille, à vous l'imprimer, à écrire en romaji la traduction. Mimi, vous écrivez M-I-M-I. Ah mais attends, j'ai la traduction ici, j'ai la correction. Vous écrivez en minuscule quand c'est en hiragana, en majuscule quand c'est en katakana. Vous écrivez les mots et ensuite vous surlignez en rouge ou en bleu ou vous l'entourez avec un stylo de couleur. Et vous vous entraînez du coup et vous regardez. Et ce sont tous des kanji qui ont l'air d'être importants. L'oreille, le cœur, le chien, le pays, la mer, tout ça c'est important, tu vois. Le papier, le véhicule, le voyage, le trésor, le magasin. Le magasin, c'est très important ça comme kanji, le magasin. Donc ça sera bien d'essayer de se les imprégner. Oh, la rizière, il a une forme trop marrante, je l'aime bien. La rivière, il est simple, on l'avait déjà vu par exemple, tu vois. Le bambou, la forêt, elle a une forme spéciale, tu vois. Il va juste falloir se prendre un peu de temps et tous les regarder. Je dis pas qu'il faut savoir les écrire, je dis qu'il faut savoir les reconnaître visuellement. Parce que ça sera ça le plus important. Si vous allez au Japon, vous le voyez, le kanji sur un mur, sur un écriteau. Il faut qu'instinctivement, ça vous vienne en tête et que vous le reconnaissiez. Nous allons approfondir le cours précédent avec cette fois-ci les règles d'utilisation des kanji. Comme nous avions eu la semaine dernière les règles de katakanisation, aujourd'hui nous allons avoir les règles d'utilisation des kanji. Est-ce que le chat est prêt du coup à suivre cette nouvelle leçon du jour qui va nous durer 12 minutes? Ouais, c'est intéressant de ouf. Ah, il y a beaucoup de gens qui disent aïe dans le chat. Vous me faites plaisir à dire aïe. Ça veut dire que vous étiez là la semaine dernière, vous avez compris. Aïe, H-A-I, ça veut dire oui. On prononce, pour dire oui en japonais, on dit aïe. 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 C'est parti pour ce nouveau cours de japonais. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. De japonais. Oui, il faut prononcer le H. Hai, tu as raison.
Hai. Hai. Bon, nous avons vu qu'il y avait des lectures purement japonaises et sino-japonaises pour chaque kanji. Bon, chaque kanji se prononcerait sous deux manières différentes. On a vu ça au cours précédent, j'espère que c'est bien compris. On va maintenant voir pourquoi est-ce qu'on va utiliser plutôt l'une ou plutôt l'autre, quand est-ce qu'on va utiliser plutôt la lecture purement japonaise, la lecture sino-japonaise, bref, on va voir ça maintenant dans ce cours sur les règles d'utilisation des kanji. Pas de panique, si j'ai deux fiches devant moi, ce n'est pas parce que le cours va durer 2 fois plus longtemps, mais c'est parce que j'ai récupéré la fiche du cours d'avant, parce que l'on va utiliser les mêmes kanji que je vous ai présentés, donc retenez-les bien, c'est très important. Très important, il a dit. Ok, dit. je vous les mets tout de suite à l'écran. On se souvient qu'on a le kanji du blanc qui se prononce hiro ou haku, le kanji de l'oiseau tori ou cho, le kanji du mouton hitsiji ou yo, le kanji du poil ke ou mo, je me rends compte que le kanji du feu, le chinois c'est plus facile en fait, ka, et le kanji de la montagne, yama ou bien san. Et je vous redis encore une fois, c'est normal si j'allonge ces katakana à la manière que je vous ai enseigné, mais pour les hiragana, c'est normal si je n'utilise pas les tirets d'allongement. J'expliquerai tout ça plus tard lorsqu'on fera le cours qui s'appelle, je crois, Analyse poussée des kanji. Je vous dirai tout, pas de panique pour l'instant, ne vous posez pas de questions. Analyse poussée. Bon, alors, je vais créer des mots en japonais. Apparemment, le chinois c'est une avec horreur. Ces ok. kanji, comment je vais dire blanc en japonais? Alors, blanc, je l'écris comme ça. Et blanc, je vais le dire shiro. Bon, très bien. Ensuite, je vais créer le mot oiseau. Je prends le kanji, je le pose. Oiseau. Et oiseau, je le prononce tori. Et puis, en combinant blanc et oiseau, je vais créer le mot du cygne. Hein. Le cygne qui est un oiseau C'était blanc. bien ça, le cygne. Kanji de blanc, kanji d'oiseau, ensemble, ça crée le mot shidotori. Et du coup, ce mot cygne, je vais le prononcer hakucho. Pas du tout. Et oui. Et nous voilà sur notre règle principale, la règle la plus importante, la règle qui va régir toute l'utilisation des kanji. Retenez-la bien. Quand on utilise un kanji seul pour créer un mot, on le lit dans sa lecture purement japonaise. Quand on combine deux kanji ou plus, on fait sino-japonaise pour créer un mot, ils sont chacun lus dans leur lecture sino-japonaise. Et oui, voilà à quoi ça va servir. Shiro, tori, mais ensemble, le signe hakucho. Vous comprenez bien à quoi ça sert. Et pourquoi est-ce qu'on va pas dire shiro tori? Parce que shiro tori, ça voudrait pas dire cygne, mais blanc oiseau. Et oui, donc c'est là que quand on combine des kanji, on se base bien sur la lecture sino-japonaise, ce qui montre qu'on les a combinés pour créer un nouveau mot. Mais on est vraiment en train d'apprendre le chinois sans se rendre compte en fait. Et c'est à partir de ça, c'est à partir des kanji, de ces lectures sino-japonaises que les japonais ont créé énormément de mots. Tous les mots complexes, tous les mots un peu plus compliqués, avec des kanji combinés, etc., ont été créés à partir du système écrit en lecture sino-japonaise. Donc quand je vous disais au tout début que le japonais s'était énormément étoffé à partir du système écrit, ce n'était pas une connerie, c'est vrai, vous avez l'exemple sous les yeux. Donc c'est pour ça qu'il est très important de bien comprendre le système d'écriture japonais. Ultra intéressant. Trop bien. À cette règle principale, on va avoir deux petites règles qui vont graviter autour, qui seront tout aussi importantes. La première, dans un mot sino-japonais. Alors, un mot sino-japonais, c'est un mot de 2 kanji ou plus. Dans un mot sino-japonais, il va parfois arriver que le premier kana du second kanji prenne un accent. Pour des raisons de prononciation. Un accent qui se représente par quoi? Ça va arriver. Le premier kana du second kanji. Alors, je vous donne un exemple. Le volcan, qu'on écrit avec feu et avec montagne. Alors, feu, hi, montagne, yama, mais ensemble, on prend la lecture sino-japonaise. Ka plus san. Kasan. Le volcan ne se prononcera pas kasan. C'est pas facile à prononcer. Du coup, on a cette règle de l'accent.
le premier kana du second kanji, le sa, Mhm. va prendre un accent. Ici, le Ah, dakuten, ce qui kazan. nous donne kazan, ce qui Ah, est beaucoup plus facile à d'accord. prononcer C'est ça qu'il pour entend les par Japonais. accent. Moi, je ferais Du coup, le un mot volcan je se sais pas. dit kazan. Kazan. Parce que c'est Et compliqué cette pour règle eux. de l'accent, qui est très importante, n'arrive pas à tous les coups, Ok. mais quand elle est là, elle est tout le temps là. Je veux dire, c'est pas on va prononcer Kasan ou Kazan selon si on arrive à le prononcer ou pas. Non, non. Le mot volcan se dit Kazan. Dans le vocabulaire, il est écrit Kazan. Si vous dites Kazan, les Japonais ne comprennent pas le volcan. Donc voilà, cette règle de l'accent, c'est pas à vous de savoir quand elle va arriver ou quand elle va pas arriver. Dans certains mots, elle sera là, Kazan. Dans certains mots, bah, elle sera pas là. On a vu juste au-dessus Hakucho, on n'a pas eu d'accent. Du coup, voilà, Oui, c'est c'est vrai. pas à vous de savoir quand le mettre. Par contre, ce qu'il vous faut, bah, c'est bien la connaître pour comprendre pourquoi, quand ça arrivera, bah, pourquoi de temps en temps, bah, ici on a mis un accent, pourquoi on n'en a pas mis, etc. Ok. Ce sont pour des raisons de prononciation. D'accord. Bien. La seconde règle est la suivante. Dans un mot sino-japonais, il va arriver parfois que le second kana du premier kanji Donc toujours le. Ah, du premier. devienne Ok. une pause. Ce pour des raisons de prononciation. Le second du Le premier kanji. second kana du premier kanji. Alors je vous donne un exemple. Par exemple, ce mot Mhm. qu'on a déjà vu, qui veut dire instrument de musique. Alors, les lectures sino-japonaises sont gaku plus ki, ce qui devrait nous donner gakuki. Mais ça, gakki, c'est pas évident, c'est pas hyper naturel à prononcer pour les japonais. Gakuki. Du coup, le second kana du premier kanji, ce ku, se transforme en pause, ce qui nous donne gakki, hein, ce mot qu'on a déjà vu lorsqu'on avait étudié la Oui, pause je m'en souviens. avec les kanas. Gakki. L'instrument de G-A-2-K-I. musique. Gakki. Gakki. Le second kana du premier kanji s'est transformé en pause. Et on verra que les lectures sino-japonaises, bah, c'est très souvent un ou deux kanas. Hein. C'est, je pense, jamais plus. Ça arrive que ce soit un kana, mais c'est très 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 souvent deux kanas. Mhm. Hein, les syllabes. Alors, ça peut être trois quand on a une combinaison, bien sûr, hein, une combinaison allongée. Mais les syllabes chinoises de base, bah, quand ça a été katakanisé, ça ressemblait beaucoup à, voilà, on avait souvent deux kanas. Alors, souvent ça se termine par un ku, souvent ça se termine par un n, par exemple san. Souvent c'est un allongement, etc., etc. Donc ici, le second kana devient une pause. Gakki. Encore une fois, cette règle n'arrive pas à tous les coups. Il faut le Ce n'est savoir. pas à vous de savoir Ah non, même quand pas. l'utiliser, quand l'appliquer ou quand ne pas l'appliquer. Ce qui est important, c'est que vous la compreniez bien et que vous compreniez du coup, bah, quand vous avez sous les yeux un mot avec une pause, que vous compreniez, ah bah oui, là, ça s'est fait parce que effectivement, le second kana du premier kanji s'est transformé en pause. Bon. Waouh, il faut avoir la bonne logique. Évidemment, pour le il comprendre, va hein. arriver que ces deux règles s'appliquent parfois en même temps. Je vous donne un exemple. Ah, bah oui. Ce mot, en japonais, sino-japonais, qui veut dire une annonce. Voyons voir comment il se crée. Ce premier kanji, la lecture sino-japonaise, c'est hatsu. Et ce second kanji, la lecture sino-japonaise, c'est hyo. Hyo. Avec la combinaison et l'allongement. Quand on les a mis ensemble, ça nous donnerait logiquement hatsuhyo. Mais hatsuhyo, c'est super compliqué à Ouais. prononcer pour un japonais. Du coup, le mot a été transformé avec Hatsubio. l'accent Ah non, Pyo. sur le hi, hein, sur le hyo, qui devient hatsupyo. Et puis le tsu, on en a aussi fait une pause. Du coup, notre Hapyo. hatsuhyo devient hapyo. Hapyo. Hapyo, c'est l'annonce en japonais. Donc ici, on voit bien, Eh ben putain. le premier kana du second kanji a pris un accent. Ici, c'est un handakuten, ça arrive. Et puis, le second kana du premier kanji Est devenu une pause. hapyo. Et c'est beaucoup plus facile à prononcer. Waouh, ok. D'ailleurs, Oui, c'est plus simple, on du verra coup. que Oui. très souvent, le second kana du premier kanji qui devient une pause, hein, bah à la base, très souvent, c'est un tsu. Par exemple, ici, hatsu, le tsu qui se transforme en pause. Ce sera très 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 souvent le cas. Ah bah, C'est pour ça quelle chance. que la pause, à la base, on l'écrit avec un petit tsu. Parce que la Ah, pause, ça elle vient est de là, là. sa création. On verra tout ça plus en détail dans le cours sur les analyses poussées des kanji. Mais la pause s'est créée
ici, lorsqu'on a commencé à combiner des kanji. Je comprends. Petit tsu, pourquoi? Parce que c'est très souvent un tsu, comme c'est le cas ici, qui se transforme en pause. C'est vrai qu'on s'est pas posé la question de pourquoi un dessous en petit pour faire la pause. Alors, avec ces 3 règles, que je récapitule, un kanji seul, purement jap, 2 kanji ou 3 ou plus ensemble, sino-jap, lecture, hein, et puis de temps en temps un accent, de temps en temps une pause. Alors, avec ces règles, on va pouvoir se lancer dans la création de mots en kanji. On va pouvoir se faire plaisir. C'est le thème du cours suivant. Je vais vous mettre plein de kanji, puis on va créer plein de mots en respectant bien ces règles d'utilisation des 2 lectures. Et on va le faire ce cours. C'est bien compris. C'est le prochain cours qu'on fait là, juste après. Mais en attendant, je vous donne vos exercices. Alors, je vous mets des kanji que je vous écris. Alors, une petite liste de kanji, certains mots avec des kanji seuls, d'autres 2, 3, plus, etc., etc. Je vous demande de mettre les lectures. Bien en hiragana si c'est du purement japonais, bien en katakana c'est du sino-japonais, c'est très important. Je vous indique quand il faut mettre un accent, quand il faut mettre une pause, parce qu'encore une fois, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez deviner. Alors, on verra que plus vous serez habitué à manipuler la langue japonaise, plus ce sera instinctif de se dire « Ah bah oui, là il faudrait mettre une pause, là il ne faudrait pas en mettre ». On verra qu'il n'y a pas de règle, pour ça, mais ça se finalement on arrive à l'instinct à savoir « Ouais, là ça serait bien d'en mettre une, là ça serait bien de ne pas en mettre, etc. etc. Okay. Ça viendra, mais pour l'instant ce n'est pas à vous de savoir, donc je vous indique dans l'exercice quand mettre un accent, quand mettre une pause, etc. etc. Vous me faites bien ça. Et du coup, on se retrouve dans le cours suivant pour la création de mots en kanji. Eh bien, on va faire ça juste après. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Ouais, continuez de bien travailler. C'est bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au prochain cours. Merci Julien Fontanier. Ça commence à devenir sérieux. Je suis rassuré qu'ils disent lui-même que c'est quelque chose qui se ressent, que ça devient au bout du moment l'habitude qui fait que toi-même tu le sens s'il faut une pause, s'il faut un accent, et qu'on n'est pas obligé de nous-mêmes de le savoir de base. Donc ça veut dire que ça va être très instinctif en fait, et ça me rassure. C'est bien, c'est très cool. C'était les règles d'utilisation des kanji. Nous avons donc un autre exercice à faire. Encore une fois, je vous invite à l'imprimer, à le faire au stylo. Nous avons la correction aussi à côté. Voilà, donc comme il avait dit, du coup, il faut pour chaque mot écrire la lecture en kana en se basant sur le vocabulaire ci-dessous et en respectant les règles d'utilisation. Et là, par exemple, il dit quand il y a besoin d'un handakuten, quand il y a besoin d'une pause, qu'il y a besoin d'une pause et d'un handakuten, du coup. Donc là-dessus, je vous invite vraiment, si vous voulez vraiment de ouf travailler les leçons, les exercices, c'est ce qu'il y a vraiment de plus important, quitte à les faire plusieurs fois. Et aussi à bien regarder les kanji, à les voir, à les comprendre, à voir ce qu'ils ressemblent, comment ils se dessinent, et à essayer de les assimiler, de se rappeler que ça c'est le blanc, que ça c'est l'œuf, que ça c'est le sang, que le mélange de blanc et de œuf, ça fait blanc d'œuf, que le mélange de blanc et de... Alors ça c'est quoi? Ça c'est le chaud. Ça c'est le kanji du chaud. Mélange de blanc et de chaud, ça fait incandescence. Mélange du sang et de chaud, ça fait ardeur. Voilà. Il y a une certaine logique qui est vraiment pas évidente au début, qu'on n'a pas de suite, mais qu'il faut assimiler. Si tu peux pas imprimer, eh ben tu recopies tout à la main sur une feuille blanche avec un stylo, et c'est pas plus mal parce que du coup, dessiner toi-même les kanji vont peut-être t'aider à les retenir une fois de plus du coup. Donc pensez bien à travailler les exercices, c'est très important. Nous allons partir sur l'avant-dernière leçon du jour. Il est 21h30. Il ne nous reste plus que 2 leçons à faire qui seront très rapides. Une de 10 minutes et une autre de 10 minutes. Nous allons créer nous-mêmes nos premiers mots en kanji. Et ensuite, nous ferons une leçon sur les membres de la famille. Mais là, cette fois-ci, on reste un petit peu encore sur les kanji. Ça aura été un live très kanji, tu vois. Puisque la katakanisation, on aurait dû le faire la semaine dernière, du coup. On va créer nos premiers mots en kanji. Est-ce que tout le monde est prêt? Voici un nouveau cours sur les kanji en japonais. Ça me fait plaisir que vous soyez tous aussi impliqués et que vous demandiez autant tous de connaissances et de savoir. C'est vraiment un boost pour tous, pour moi, pour vous. On est tous en train de nous tirer vers le haut. Et après, il en va de la responsabilité de chacun le reste de la semaine de travailler, de bien réviser. C'est parti. Hi. Bonjour à toutes et à tous. Prenez place. Commençons ensemble ce nouveau cours de japonais.
créons nos premiers mots en kanji. Alors, maintenant que l'on connaît très bien toutes les règles d'utilisation des kanji, maintenant que vous savez que chaque kanji a une lecture purement japonaise, une lecture sino-japonaise, maintenant que vous savez qu'on utilise la première lorsqu'on utilise le kanji seul et qu'on utilise la seconde lorsque l'on combine des kanji pour créer des mots plus complexes, maintenant vous connaissez également la règle des accents, la règle des pauses, etc., etc. Dans les mots sino-japonais, bref, on va pouvoir passer à la création de mots en kanji. Alors pour cela, je vous donne 9 kanji avec lesquels on va pouvoir créer plein de mots. Ces kanji sont très utiles, c'est un peu la base du japonais. Okay. Et donc avec ces 9 kanji, on va pouvoir appliquer toutes ces règles que l'on a vues précédemment. Alors voyons voir. Le nord. Oh. Lecture purement japonaise, kita. Vous le voyez pas. Lecture sino-japonaise, hoku. Alors vous vous souvenez bien, je vous donne un kanji, je vous donne la lecture purement japonaise en hiragana, la lecture sino-japonaise en katakana, pour bien pouvoir distinguer les deux, et puis je vous donne à côté le sens en français. Ensuite, le sud. Lecture purement japonaise, minami. Lecture sino-japonaise, nan. Minami, c'est joli ça. L'est. Lecture purement japonaise, higashi. Lecture sino-japonaise, to. L'ouest. Lecture purement japonaise, nishi. Lecture sino-japonaise, sei. Va falloir les reprendre tous ces cours pour bien les étudier. Moi, j'arrange bien mes lectures sino-japonaises avec les règles des hiragana, même si j'écris en katakana. Ne vous posez pas de questions, tout cela sera bientôt expliqué, mais c'est normal, c'est logique, ne vous en faites pas. Ensuite, le soleil. Lecture purement japonaise, hi. Lecture sino-japonaise, nichi. La capitale. Lecture purement japonaise, Miyako. Lecture sino-japonaise, Kyo. Le pays. Lecture purement japonaise, Kuni. Lecture sino-japonaise, Koku. La capitale se prononce Kyo. Ensuite, l'origine. Comme dans Tokyo. Lecture purement japonaise, Moto. Lecture sino-japonaise, Hon. C'est également le kanji dont on se servira pour écrire le mot livre, un livre. On verra ça plus tard, c'est un peu particulier. Enfin, pour finir, le milieu, l'intérieur. Lecture purement japonaise, Naka. Lecture sino-japonaise, Chu. Bon, on a déjà vu ça. On a nos 9 kanji. On a pour chacun la lecture purement japonaise, lecture sino-japonaise. On a tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. Alors avec ça, on va créer les mots suivants. Le nord. Alors le nord, je l'écris comme cela. Oui. Un seul kanji, donc réflexe. Il faut utiliser la lecture purement japonaise. Ouais. Donc je l'écris bien en hiragana et kita. Ça se prononce donc kita. Kita, c'est ça. C'est comme ça que l'on dit le nord en japonais. Pardon, pardon. L'est. Alors l'est, c'est ce kanji que je vais utiliser tout seul. Comme il est tout seul, j'utilise bien la lecture purement japonaise. Higashi. Et du coup, je prononce ça higashi. Higashi. Si maintenant je veux dire le nord-est. Alors, donc le mélange des deux. Je mets le kanji du nord, je mets le kanji de l'est. Et comme on est dans un mot composé, je vais lire tout ça en lecture sino-japonaise. Ok. Du coup, j'écris tout ça en katakana et je le lis hokuto. Et ouais, le nord-est. Ok. Alors, je vous arrête tout de suite, ça n'a pas de rapport avec Hokuto no Ken. Hokuto no Ken, c'est Hokuto, sans l'allongement sur le to. C'est un autre to, ça veut dire, ça correspond à la grande ours en fait, Hokuto. Je ne rentre pas dans les détails. Si maintenant je veux dire le sud-ouest, alors, sud-ouest, je mets d'abord le kanji du sud, et celui je mets ensuite le kanji de l'ouest, et comme je suis en mot composé, je lis tout ça en lecture sino-japonaise. Et du coup, je lis ça, nansei. Ok, c'est très logique. Pour l'instant, c'est de la pure logique. On n'a pas besoin de mettre des accents, des pauses dans mes mots sino-japonais, tout va bien. Ok. Bon. Si maintenant je veux dire une capitale, alors, capitale, je prends le kanji de la capitale, et puis je le lis en lecture purement japonaise, et je lis ça, Miyako. Pas de souci à ce niveau-là. Si maintenant je veux dire la capitale de l'Est, alors là, je mets d'abord le kanji de l'Est. Ok. Et ensuite le kanji de la capitale.
Ok. On verra hein, qu'il faut d'abord mettre le kanji de l'Est, on verra tout ça quand on verra la grammaire en japonais, l'appartenance, on met d'abord l'appartenant en premier, bref, n'y réfléchissez pas, on verra tout ça plus tard. Tout ça, je le lis bien en lecture sino-japonaise. Tokyo. Et du coup, ça me donne Tokyo. Ah, Tokyo, putain, mais oui. Et ouais, Tokyo, tout simplement. Tokyo, la capitale japonaise, qui se situe à l'est un peu du Japon. En japonais, ça veut tout simplement dire capitale de l'Est. Putain, mais c'est si Comme simple. ça Oh, mais il m'a... que le mot a été créé. Ah, mais je m'y attendais pas. Je me suis fait C'est avoir. génial tout ça. Ah, putain, Donc je... voilà, Ah. capitale de l'Est, Tokyo. Ah, la révélation, je Là, je m'attendais suis pas à sûr ça. que vous êtes en train de sourire, d'être super content devant votre écran. Et c'est absolument merveilleux. À partir de maintenant, on commence à Ok. tout comprendre à la Bravo. langue japonaise. Hein. À partir du moment où on travaille sur les kanji, plein de choses vont s'expliquer. Vous allez voir, tout ce sur quoi on a travaillé jusqu'avant va devenir logique, tout va s'embrouiller. Bref, ça va être que du plaisir. Ah, mais c'est appétissant, Mot ça. suivant. T'as envie de tout savoir, Si du je coup. veux dire, par exemple, le pays du milieu. Alors, pays du milieu, pareil, je mets d'abord Milieu. en premier le kanji du milieu. Et ensuite, pays. Et ensuite, je mets le kanji du pays. Bon, bien sûr, je lis tout ça en lecture sino-japonaise, parce que je suis dans un mot composé, combiné. Du coup, je lis ça chu, et l'autre c'est koku. Alors, je vais pas lire ça chu koku, je vais mettre un accent, ce sera plus facile à lire. Ce sera Chugoku. 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 Le pays du milieu. Alors, le pays du milieu, on va avoir un autre sens qui sera l'empire du milieu. Et bah, Chugoku, c'est comme ça qu'en japonais, on appelle la Chine. Et ouais, l'empire du milieu. Si nous, on appelle la Chine de temps en temps l'empire du milieu, c'est pas pour faire beau. C'est parce qu'en japonais, c'est comme ça qu'on appelle la Chine. N'est-ce pas génial tout ça? Je vous Mais disais que Tout a une je vous ai logique, dit en qu'on fait. allait comprendre plein de trucs. Maintenant, on va voir un autre mot qui est... On va faire un mot un peu plus long, 3 kanji. Le pays de l'origine du soleil. On va faire un mot un peu compliqué. Alors, le pays de l'origine du soleil. Alors, tu mets quoi en premier, On va du coup d'abord mettre le kanji du soleil, Puis après, puis origine. le kanji de l'origine, Et puis ensuite, le pays. puis le kanji du pays. Bon. Tout ça, ça va se lire en lecture sino-japonaise, hein, les trois. Ouais. Du coup, ça me donne... On a quoi? Nichi, Nichi, Hon, Hon, Koku. Nichi, Alors, on va Goku. pas prononcer ça tout à fait de cette manière-là. Nichi plus Hon, on va mettre un petit accent sur le Ho, ça va faire po, et puis le Chi va se transformer en pause. On a bien vu ces deux règles-là. Ici, elles se placent toutes les deux en même temps, ce qui nous donne Nipponkoku. Nipponkoku. Le pays de l'origine du soleil. Alors, l'origine du soleil, on va plutôt dire le pays du soleil levant. C'est comme ça en japonais que l'on dit le Japon. Nippon. Et ouais, Nippon. pourquoi? Parce que vis-à-vis des Chinois, le Japon qui est à l'est, bah, les Chinois voyaient le soleil se levant du Japon. Du coup, ils disaient, bah, là-bas, c'est le pays de l'origine du soleil. Le pays du soleil levant. C'est pour ça qu'on appelle de temps en temps en France hein, le Japon le pays du soleil levant. Tout s'explique ici. Voilà, le C'est- pays du soleil levant, Nipponkoku. Et bien maintenant, Alors, vous aurez des choses à Aujourd'hui, le sortir Japon, sur les repas il de arrive famille. qu'on hein. enlève le Ça y est. koku, on dit juste Nippon. Et puis on va avoir une autre lecture qui est aussi Nihon. On a deux lectures, alors ça c'est un peu particulier. On verra que par moment on a plusieurs lectures possibles. En fait, ici, c'est juste que le Nichi hein, du kanji du soleil, bah, on va juste prendre le Ni. Du coup, Ni plus Hon, Nihon. On a les deux lectures pour Japon. Nippon, Nihon. Mais voilà comment le mot s'est créé. Et ça, c'est super important de bien le comprendre. Trop bien. Trop, Donc trop voilà, vous voyez, hein, avec tous ces kanji, bah, je peux créer plein de trucs. Alors, j'ai pas créé toutes les possibilités possibles, hein, je peux aussi créer sud-est, nord-ouest, etc., etc. Mais on a pris plaisir à bien créer nos mots. On a bien fait les mots kanji seul, purement japonais, kanji combiné sino-japonais, puis on a expliqué bah, Tokyo, la Chine, le Japon, bref, une vraie partie de plaisir. bien. Ouais, c'était très intéressant. Et du coup, maintenant que tout ça est bien compris, je vous invite à aller dans le cours suivant qui est l'analyse poussée des kanji. Dans ce cours-là, on va analyser un peu tout ceci et on va comprendre énormément de choses sur les kanas, sur les katakana. Vous allez voir, c'est un cours absolument passionnant. Oh, j'ai tellement envie de le faire ce cours. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Ah ouais, de ouf. Continuez de bien travailler. Ça s'est passé vite. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Twitter, sur Facebook. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au prochain cours. Yes, ça sourit. Waouh, ce cours-là, je suis un peu sur le cul. C'était super intéressant. C'était super bien. Trop bien. Trop cool.
Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. Le cours analyse poussée des kanji, Julien ne m'a pas proposé de le faire pour aujourd'hui. C'était pour la semaine prochaine. Peut-être parce que ça commence à faire trop aussi. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui. Ça commence à faire beaucoup. Normalement, on est censé s'arrêter là. Et oui, c'est dur. Il m'a par contre invité si on avait un peu de temps. Et ce qui est le cas d'ailleurs. Il n'est que la demi. On a encore une petite demi-heure, mais on va finir plus tôt. On a un cours sur du vocabulaire pour les membres de la famille. Maman, papa, grand frère, grande sœur, cousin, grand-mère, grand-père. Donc, c'est vrai que j'ai pas envie de trop vous bourrer le crâne avec trop de choses. C'est vrai que là, on a vu beaucoup de choses. Oh, on a envie de voir la suite parce que c'était très intéressant et on commence à comprendre la logique et on est en train de se dire que, en fait, c'est trop, c'est trop cool. C'est trop cool, c'est trop bien. C'est ultra kiffant d'apprendre des choses qu'en fait tu connais depuis le début de ta vie, mais tu connais maintenant la signification de Japon, de Nippon et tout ça. Et donc du coup, c'est très satisfaisant en fait. On va se le garder pour la semaine prochaine parce qu'on a trop de trucs à voir. Là maintenant, on va se faire un cours sur les membres de la famille et après ça, on s'arrêtera le cours de japonais pour aujourd'hui. On fera une petite pause, je vais aller manger un bout, et on se retrouvera à 22h pour ceux que ça intéresse, puisqu'on va aller faire du Animal Crossing. Mais là n'est pas la question, nous n'allons pas faire du Animal Crossing, nous allons apprendre le vocabulaire des membres de la famille. Nous sommes partis. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Allez, est-ce que vous connaissez, vous déjà, des noms pour les membres de la famille? La leçon de vocabulaire du jour porte sur les membres de la famille. Alors, pour être exact, il s'agit des membres de sa propre famille. En fait, en japonais, on va avoir des mots différents pour parler des membres de sa propre famille et puis pour parler des membres de la famille de quelqu'un d'autre. Lorsqu'on va parler de sa propre famille, on utilisera des mots normaux, de base, d'accord? Lorsque l'on parlera des membres de la famille de quelqu'un d'autre, on utilisera des mots sous une forme honorifique. En fait, on sera plus poli, on mettra de la valeur sur les mots que l'on emploiera, ce qui permettra de montrer le respect que l'on a envers la personne à qui on parle et envers sa famille. Alors là, du coup, il n'y a pas de meilleure représentation du mot langage familier. Tu sais, le langage familier, c'est d'être un langage un peu plus moins correct, moins classe, moins le langage que tu auras en société. Mais là, c'est clairement le langage familier, c'est pour parler de ta famille. Le langage familier, ta famille, à toi. Et quand tu parles de la famille des autres, tu n'utilises pas le langage familier, tu utilises le langage honorifique. Ouais, c'est un bon mot, je trouve, honorifique. Très important. Donc, les mots que l'on voit aujourd'hui sont les mots qui nous concernent, nous, notre propre famille. On verra plus tard comment utiliser, comment décrire les membres d'une famille de quelqu'un d'autre. Ok. Ça Par marche. ailleurs, au sein de la leçon qu'on va voir aujourd'hui, vous vous rendrez compte peut-être que vous connaissez plusieurs mots pour un seul terme. En fait, c'est très simple. Il existe, tout comme en français, plusieurs manières de dire mon père, etc. etc. Tout ça, en fait, ça va un peu varier selon si, comme en français, on va vouvoyer son propre père, etc. etc., etc. Donc, je vous présente le mot principal, le mot de base, mais ayez bien à l'esprit qu'il peut exister des variantes. Ok. Pour l'instant, on va pas se compliquer, sinon comme ça si vous disiez par deux, mon père, mon papa, mon daron. La plupart de tous les termes que l'on va voir. Donc pour récapituler, les mots concernent notre propre famille et je vous donne le mot de base. Allez, on est parti. On est parti, let's go. Mon époux se dit en japonais Otto. 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 Mon épouse se dit en japonais Tsuma. 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 Mes parents se disent en japonais Ryoshin. C'est marrant parce que pour mon épouse, il y avait le, bien sûr, le kanji de la femme. Composé de deux kanji, donc lu en lecture sino-japonaise, que je vous écris en katakana. Mon père se dit en japonais Chichi. Chichi, comme la femme de Sangoku. Ma mère se dit en japonais Haha. Haha. Ma mère, haha. Mon enfant se dit en japonais Kodomo.
Et il y a le kanji de enfant. Kodomo. Mon fils se dit en japonais Musuko. Et il y a encore le kanji de enfant. Alors là, vous remarquez que Kodomo, Musuko, on est sur des mots composés de deux kanji. Mais pourtant, je vous écris tout ça en hiragana. Alors pourquoi, si vous avez déjà regardé le cours, si vous avez déjà assisté au cours sur les cas particuliers des lectures de kanji, vous savez hein, que parfois, on a un mot de base purement japonais qui existait avant la récupération des kanji, mais que l'on a écrit avec plusieurs kanji. Donc ça fait partie des cas particuliers. Plusieurs kanji, lectures sino-japonaises écrites en hiragana. Pas de panique, ça existe. Si vous n'avez pas encore étudié tout ça, je vous conseille d'aller jeter un œil à la leçon les cas particuliers de kanji. On continue. On continue. Ma fille se dit en japonais musume. Musume. Mes grands-parents se disent en japonais sofubo. Sofobo. Pour ma fille, il y avait aussi le kanji de la femme. Mon grand-père En aplati. se dit en japonais sofu. Sofu. Ma grand-mère se dit en japonais sobo. Sobo. Mon petit enfant se dit en japonais mago. Je crois que quand on dit petit enfant, Pour c'est l'anecdote, par rapport à la grand-mère ce ou kanji est le grand-père. premier kanji avec lequel on écrira en lecture sino-japonaise le son de Songoku, Songohan, Songoten, etc. Le petit-fils. Ok. Et il y a encore une fois le kanji de l'enfant à gauche qui est aplati. Mon jumeau, ma jumelle, se dit en japonais futago. Futago. Mon frère se dit en japonais ani ou bien ototo. On a deux termes, deux kanji pour préciser si dans le premier cas il s'agit d'un frère aîné Ah. ou si dans le second cas il s'agit d'un frère cadet, plus Ah. jeune que nous. Ok. En récupérant ces deux kanji que l'on va mettre ensemble et lire en lecture sino-japonaise, on crée le mot kyodai qui veut dire la fratrie. Oh. Hey, le grand frère et le petit frère, tu les mets ensemble, ça fait la fratrie. Trop stylé. Ma sœur se dit en japonais ane ou bien imoto. Encore une fois, si vous avez une sœur aînée ou cadette. Et on peut les mettre ensemble. On ne dit pas la sortie. Mon cousin, ma cousine, va se dire en japonais, sans différenciation du genre, itoko. Itoko. En revanche, au niveau de l'écriture, c'est la teuf. On a 4 manières de l'écrire, Quoi? selon si c'est un cousin masculin Ah, plus oui. âgé que nous, D'accord. un cousin masculin moins Plus- âgé que nous, Plus jeune, du coup. une cousine plus âgée que nous, ou une cousine plus jeune que nous. Oh, ce Donc, bordel. encore une fois, C'est la tout teuf, ça, ça il a se lit dit. Itoko, et ça va s'écrire différemment. Alors, on retrouve bien les kanji de frère aîné, frère cadet, sœur aînée, sœur cadette, bien Oui, sûr. c'est vrai. Il y a toujours la Encore une logique. fois, la nuance ne se fera qu'à l'écrit, pas à l'oral. Et il y a un kanji C'est pour partie des cousin. particularités du japonais qu'apportent les kanji et que l'on ne peut pas avoir en français. Stylé. C'est la Mon teuf. oncle se dit en japonais oji, que Oji. l'on écrira comme ça si il s'agit d'un frère aîné d'un de mes parents, Mhm. ou comme ça s'il s'agit d'un frère cadet d'un de mes parents. C'est très logique au niveau des kanji. Là, pour l'instant, je commence à tous les reconnaître. Là. L'homme, aîné, cadet, tout Ma ça. tante se dit en japonais oba, Oh, que l'on Oba. écrira comme cela si elle est aînée Donc ça, à l'un de c'est mes parents, aîné, femme, ou comme cela cadette, si elle femme. est cadette à l'un de mes parents. Oba. Oba alors? Mon beau-frère va se dire en japonais soit Gikei, soit Gitei. Ah. Deux écritures, deux lectures. Dans le premier cas, le beau-frère est aîné à mon épouse dont il est le frère. Dans le second cas, il est cadet à mon épouse Ah. dont il est le frère. Par rapport à l'épouse, pas par rapport à soi-même. Attention.
ma belle-sœur va se dire soit Gishi, soit Gimai. Encore une fois, même idée. Gishi si elle est aînée à mon mari dont elle est la sœur, ou Gimai si elle est cadette de mon mari dont elle est la sœur. Très, 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 très bien. Bref, vous avez vu que la famille, parfois, c'est très compliqué. Et ici, les Japonais nous le prouvent bien parce qu'ils n'ont rien simplifié. On a plusieurs nuances à l'écrite que parfois on n'a pas à l'oral. Tout ça, comprenez-le bien. Vous n'êtes pas obligé de tout apprendre. Vous pouvez apprendre uniquement ce qui se rapporte à votre propre famille. Mais si vous voulez faire un apprentissage complet, apprenez tout, c'est possible. N'oubliez pas que tout ça se rapporte uniquement à votre propre famille, ça ne s'utilise pas pour parler de la famille de quelqu'un d'autre. Ah oui, du coup. Donc entraînez-vous à situer les membres de votre propre famille. Mais je trouve que c'était très simple. Avec ces mots de vocabulaire que l'on vient de voir aujourd'hui. C'était très simple, je trouve. On Chers avait toujours élèves, les mêmes kanji j'espère que qui revenaient. Cette leçon vous a plu. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne afin de ne manquer aucun cours. De vous inscrire. Vous retrouvez toute l'actualité sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au prochain cours. Et le prochain cours sera la semaine prochaine. Il nous a fait le sourire encore une fois. Ouais, ce que je veux dire, c'est que c'était très facile cette fois-ci. Les kanji, habituellement, ça fait un peu peur, c'est que des trucs différents. Mais là, on avait toujours le kanji soit de l'homme, soit de la femme. Ou alors le kanji de cadet, ou je sais pas quoi. Enfin, plus jeune, plus vieux. Le kanji de cousin, le kanji de grand-mère, tout ça. Franchement, c'est très logique. Je commence à les reconnaître de plus en plus. Le kanji de l'enfant, le kanji de l'homme, le kanji de la femme aussi, je les reconnais de plus en plus. C'est très très logique. On a l'impression d'avoir vu plein de kanji. Genre le coup des cousins, là, il y en avait 4 différents. On a l'impression qu'il y en a plein et tout. Mais en fait, non, c'est très très logique et c'est pas si compliqué que ça. Donc c'était trop cool. Et bien sachez que notre cours de japonais va se terminer ici. Pour ce mercredi, on a terminé un petit quart d'heure en avance, félicitations. Nous allons donc faire une petite pause, donc du coup je vais terminer pour la rediffusion YouTube et je vous reprends vous ceux qui sont en live actuellement qui m'écoutent plus tard. Donc rediffusion YouTube, j'espère que vous êtes bien accrochés déjà, que vous avez regardé ça jusqu'à la fin. Revoyez tous les cours qu'on a vus aujourd'hui, vous les rematez de votre côté, vous prenez des bonnes notes, vous faites vos exercices surtout, c'est très important. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 20h, ou le jeudi en rediffusion à, je sais pas, 16-17h pour le prochain cours de japonais. Merci à vous YouTube, à très bientôt YouTube, on te fait des gros bisous et je te dis ciao ciao.